j'ai rencontré une prof qui m'a dit un truc qui m'a servi vraiment de motivation pour plus tard. Elle m'a dit j'avais beau être intelligent, j'avais beau avoir souvent raison sur certains sujets, que je changerais pas le monde et que je finirais par gagner le SMIC. J'étais DJ de la section d'assaut pendant longtemps. Au moment où j'arrête, je sais pas, peut-être 3 semaines après, ils sortent le son Désolé, ça cartonne. 3 semaines. Ils doivent faire la première partie de Jay-Z. Le jour même, comme ils peuvent pas faire les balances, ils refusent de faire la première partie. Tu sais, c'est genre... Ah ouais. Ouais, ils sont sommés du monde à un moment, faut dire ce qui est, tu vois. C'est un mec qui nous passe une commande pour un enterrement. Il nous demande, il demande 100 t-shirts avec la tête du mort, là, repose en paix, truc. Big Flo et Oli, leur première interview Combini, elle se fait chez Tiller. Les mecs me répondent encore, ils me proposent de venir en me disant ouais, t'es les premiers à avoir cru en nous et tout ça. Très souvent, on nous a dit qu'on était des génies et qu'on a surfé sur cette idée-là. Alors que, tu vois, Tiller, ça avait bumpé et tout. On n'avait pas de site internet. T'étais obligé de venir à la boutique. Ouais. Et Combini a écrit genre que c'était du génie et tout ça. C'est juste qu'on n'arrivait pas. Ouais, tu savais pas faire ça. Ouais, on n'arrivait pas à faire notre site internet, tu vois. Salut Jeff. Salut. Merci de nous accueillir chez toi parce que on est chez toi à Nice. Bienvenue à Nice. Merci d'avoir fait le déplacement. Bah avec plaisir, il fait plutôt beau et puis on est plutôt à l'aise chez toi comme on le remarque. Ouais. Je suis trop content de pouvoir discuter un peu avec toi. Parce que pour la petite anecdote, moi je te connais depuis très longtemps puisque je te connais depuis le lancement de Tiller quand tu avais lancé Tiller donc, en 2012. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans exactement. Et il y a 12 ans j'avais 15 ans. Et donc j'étais un enfant qui kiffait le streetwear et qui avait l'impression que le streetwear c'était un monde d'Américains et qu'il n'y avait pas trop de grosses marques tu vois, qui représentaient notre culture un peu hip-hop, un peu street et puis aussi un peu électro, mine de rien aussi, on va y revenir. Ouais. Et du coup, toi, t'as fondé Tiller et t'as fait ça d'une manière assez unique pour que ça sorte du lot, je trouve. Alors, on n'était pas les premiers. Hein. Non, vous n'étiez pas les premiers. On n'était pas les premiers et j'ai fondé Tiller pas tout seul, mais on n'était pas les premiers. C'est vrai. Donc t'es le fondateur de Tiller avec Alex aussi. Ouais, Alex, on a tous les deux. Et d'abord, moi, je voudrais savoir comment toi, aujourd'hui, tu te présenterais. Parce que je me suis rendu compte en écrivant le pitch de cet épisode que c'était pas si facile que ça de te présenter en fait. Non, mais d'ailleurs tu me poses une bonne colle. Ouais. Non, je pense que avant tout, je suis un entrepreneur. Et comme j'ai pas mal de projets en cours et puis passés, on peut me qualifier de multi-entrepreneur. Ok. Et un peu rêveur, mais je pense que ça fait partie du truc pour avoir des idées et vouloir les concrétiser. Ouais, c'est ça. Et moi, il y a un truc que j'ai vu que tu avais fait il y a pas longtemps qui représente bien ce que t'es, je trouve. C'est comment tu as fondé le nouveau slogan de Tiller qui s'appelle les vêtements c'est plus à la mode. Ouais. Et vas-y, est-ce que tu veux raconter comment tu l'as créé? Parce que je trouve que c'est la représentation même de comment tu fonctionnes dans ta manière de voir la création, quoi. Ouais, alors très souvent, je m'inspire de choses qu'il y a autour de moi, de ce qui se passe, de ma vie. Très souvent, il y a pas mal d'idées de t-shirts que j'ai eues en fait en venant au travail, quand je marche. Et là, pour le coup, cette anecdote des vêtements sont plus à la mode, c'était une journée où j'avais pas mal de rendez-vous à droite à gauche. Je fais l'enterrement d'un chien. Ok. Vraiment, j'étais à l'enterrement d'un chien et j'ai enchaîné avec un mariage. Et du coup, j'étais grave en speed d'aller d'un point A à point B avec un taxi. Et le taxi s'est mis à me parler, à me demander ce que je faisais dans la vie. Et je lui expliquais les vêtements, nanana. Il me demandait si le business allait bien en ce moment. Je lui disais que les vêtements, c'était un peu plus compliqué, mais je faisais plein d'autres choses. Ok. Et c'est là où il m'a sorti cette fameuse phrase: de toute façon, les vêtements, c'est plus à la mode. Et t'es parti en couille en vrai. Ouais. Après, t'es parti en couille. En fait, je l'ai mis dans ma story. J'ai mis une photo du mec et j'ai mis la citation. Ouais. Tout de suite, il y a des gens qui nous ont dit ouais, j'en veux un, je veux un t-shirt comme ça, je veux un t-shirt comme ça. Du coup, dans la journée, moi j'étais pas au taf, hein, du coup. Ouais. J'envoie à mon graphiste, Thomas, qui vient de Caen, comme vous d'ailleurs. Je lui dis, ouais, je crois qu'il y a un truc sur cette phrase, j'aimerais bien l'avoir comme ça, comme ça. Il m'a fait 2-3 propositions. Je lui dis, ok, je t'envoie une meuf, faites un shooting, on va la publier sur les réseaux, on va voir ce que ça donne. Et voilà, je sais pas, peut-être 5000 t-shirts plus tard, on en est là, quoi. C'est un truc de fou. Et moi, je me souviens qu'en plus, t'avais dit genre, vas-y, je t'envoie une meuf, vous allez dans l'épicerie d'en face.
Et vous prenez, je crois que c'était un truc comme ça, genre vous prenez des photos devant le rayon boisson, je crois. Ouais, bah j'avais une DA dans ma tête, j'avais imaginé le truc et bah du coup ça l'a fait, hein. C'est une photo je sais pas, elle doit avoir plus de 100 000 likes sur Et c'est Instagram. ça que je trouve trop bien, c'est que en fait t'as vachement le truc de même si tu vois, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça en plus ce truc là. Donc c'était il y a presque deux ans peut-être, Ouais, un an et demi. Mais à l'époque t'avais les moyens de te dire vas-y on va faire un truc bossé avec des studios, avec des machins et tout machin. Et en fait même si aujourd'hui t'as des moyens quand même conséquents, tu restes dans un délire de on crée le truc un peu tu vois le plus vite possible quoi. On va essayer de faire en sorte que l'idée elle germe rapidement et qu'on la teste le plus vite possible auprès du public. Ouais, je pense que c'est important. Bah, après, il y a. Enfin, je dis pas que j'ai la bonne manière de faire, mais c'est ma manière de faire. Ouais. En fait, j'essaye d'aller le plus vite possible et on verra après. Tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, au détriment de certaines fois où c'était pas forcément une bonne idée, on aurait pu le faire mieux, ou je me suis précipité sur un truc que j'aurais pas dû, tu vois. Mais en général, ça me réussit plutôt. Et c'est le bon exemple. C'est que ce t-shirt-là, au final, on continue d'en vendre et vraiment, on a sorti plusieurs versions. Ouais. Du t-shirt après, parce que ça a tellement marché qu'on s'est dit. Mais le premier t-shirt et l'ADS qui fonctionne le mieux, tu vois, la photo qui fonctionne le mieux pour le vendre, bah, c'est celle qu'on a fait en premier, comme ça, sans préparation et sans. Je pense quand c'est instinctif comme ça, faut y aller. Ouais. Et en général, ça fait des bonnes idées. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là de vouloir trop rendre leurs idées parfaites avant de les balancer et qui du coup perdent beaucoup de temps et se prennent beaucoup la tête. Et en fait, ça perd un peu de son authenticité. Exactement. Et je pense que il y a un moment où ça t'éloigne de ton sujet de base. T'as une idée, elle est pure, elle est truc. Et en fait, c'est pas une mauvaise chose hein, de vouloir la travailler et tout ça. Mais très souvent, en fait, tu t'éloignes de ton sujet de base qui était là pour quelque chose. Alors toi, t'as l'impression, tu vois, que les gens en face, ils ont tout le cheminement que toi, t'as pu faire. Mais en fait, c'est pas vrai. Très souvent, ta DA, tu l'as dans la tête et il y a que toi qui le vois comme ça. C'est ça, ouais. Tu vois. Et du coup, faut pas aller voir trop loin quand t'as une idée. Faut essayer de la... Alors, je sais pas, dans ta manière dans ma manière de faire, ouais, je pense que les meilleures idées, et puis par expérience, dans ce que j'ai vécu professionnellement, c'est vrai que en général, les trucs qui sont faits sur un coup de tête, c'est ce qui a le mieux marché chez nous. C'est trop intéressant et pour tout ça, je voudrais qu'on revienne un petit peu avant, parce que c'est vrai que là, on parle déjà de comment t'es devenu quelqu'un d'entreprenant et de créatif, mais à la base, toi, où est-ce que t'es né? Tu viens d'où? C'est quoi l'environnement dans lequel tu grandis qui te fait évoluer jusqu'à tout ça, quoi? Alors, je viens de Paris. Paris même? Ouais, 18e, entre le 17 et le 18e. J'ai un peu vécu dans les deux. Ok. À l'époque, quand j'étais jeune, bon, j'étais un peu le. Tu sais, à l'époque, je m'habillais, on disait qu'un tu vois. J'étais un peu le seul de mon collège à mettre des baggy. Je m'habillais en Sean John, des trucs comme ça. Bon, ça, enfin, tu vois, je pourrais même pas te dire les années, mais j'avais 14-15 ans, tu vois. Okay. Là où j'habitais, c'est pas vraiment la mode, tu vois. J'étais vraiment le seul. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec mes dans le sens où c'était pas la mode, dans le sens où limite c'était un peu chelou, quoi. Genre, c'était ouais, je m'habille. Merdo, quoi. De ce que je me rappelle, c'est soit t'étais un skater, tu vois, soit t'étais une Kaira. Enfin, je grossis un peu le trait, mais c'était soit tu t'habilles en jogging basket avec le jogging dans les chaussettes, tu vois, soit t'as des grosses pompes et des pantalons qui traînent un peu par terre, tu vois. Ouais, je vois bien. Pour caricaturer un peu de trucs. Et moi, j'étais pas du tout skater à l'époque, mais j'étais pas non plus le mec qui s'habillait en jogging et tout ça. Un petit peu, mais pas de ouf. Et j'étais plus sur une mode vraiment des baggy. Ça t'est venu de quoi, ça? C'est les clips, ouais, je pense les clips, la zik. Je traînais beaucoup à Châtelet. Bah, j'étais DJ. Ouais. Et du coup, déjà à 15 ans, t'étais DJ Ouais. Ah ouais, à 12-13 ans, j'ai commencé ma première platine. Et du coup. T'avais quoi, des grands frères qui t'ont mis dedans, des trucs? Non, même pas. Je sais pas, j'ai monté un groupe de rap avec des potes du collège, tu vois. Et il se trouve que j'étais pas super bon pas un bon kicker. Ouais, j'étais pas un super bon kicker. Et je me dis, faut que je fasse un truc, tu vois. J'étais pas non plus un super danseur. Et du coup, j'ai rendu fou ma mère pour acheter une platine. Mais du coup, à l'époque, j'avais une platine, pas de table de mixage et un truc. Et je mettais la radio d'un côté et puis moi,
je scratchais, mais sans table de mixage. Je savais pas exactement ce que je faisais. Ouais, ça, tu tâtonnais. Ouais, je tâtonnais. Et puis après est venu les cassettes vidéo. À l'époque, c'était ça. Il y a une compil qui s'appelait Double Face avec Cost et Goldfinger de DJ. Ok. DJ Pone. Ce qui est marrant, c'est que c'est des mecs, plus tard, avec Tiller, c'est des mecs que j'ai rencontrés. Oui, du coup. Et c'est des mecs que j'ai habillés et tout ça. Et c'est marrant parce que cette époque-là, j'étais super fan. Et tu vois, un mec comme Pone, c'est un mec que je me suis buté à ses vidéos pour essayer de reproduire ce qu'il faisait. Et dans une des premières vidéos de Tiller, on a réussi à voir Pone et on a fait la première soirée de Tiller avec Pone en tant que DJ. Donc pour moi, c'était assez ouf tout ça. Mais oui, une culture vraiment américaine, après rap français bien sûr, hein, tu vois, Ouais. quand même un peu. Et du coup, t'étais plus rap FR ou rap US? Parce que du coup, t'avais un style qui rime, mais t'étais quand même pas mal. Ouais, j'étais baigné dans les deux, Ouais, mais oui. Enfin, j'écoutais quand même pas mal de rappeurs français. Ouais. Qui se prenaient pour des quinries, genre Bustaflex, tu vois, Ok, d'accord, tu vois, qui avait, tu vois, ces flows un peu. Mais sinon, Quinry, j'étais très Method Man et Redman. Enfin, tu vois, Ok, c'était plus mon truc. Ouais, de ouf. Et du coup, c'était quoi ton parcours scolaire à cette époque? Parce que là, t'as 15 ans. Ouais, je suis au collège. Hein. Au collège, Je lycée. suis au collège, je suis un cassos. Tu Je sèche pas du tout les cours comparé à des potes à moi. Je sais pas, j'ai pas ce truc-là. Par contre, bah ouais, je suis un peu pas le cauchemar parce que je pense qu'il y avait plus violent que moi ou quoi, mais j'essayais de rendre fou les profs, tu vois. Ah ouais, ok. Mais plus de manière drôle, mais tu vois, je l'ai regretté après. Hein. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre à l'école et tout ça. Je pense que le système scolaire est pas super bien fait et pas adapté en tout cas à moi, à cette époque-là. Ouais. Mais après, quand j'ai monté ma société et tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs, plein de lacunes, dont par exemple l'anglais, tu vois, que j'ai appris sur le tas. Ok. J'aurais kiffé, en fait, à cette époque-là, savoir que ça allait beaucoup plus me servir dans ma vie professionnelle, et etc. Et en fait, à l'époque, quand tu l'apprends, enfin, tu vois, quand t'as 14-15 ans, c'est un peu flou pour toi ce que tu vas faire plus tard. Et tu te dis, mais bon, ça, je vais jamais m'en servir. Oui, puis c'est pas appliqué, quoi. Et ouais. Toi, t'avais peut-être besoin d'un truc beaucoup plus concret dans la manière de voir ce que ça allait t'apporter, de savoir telle ou telle connaissance. Ouais, je pense. Bah, je pense que quand j'ai monté Tiller, à ce moment-là, on m'aurait proposé de retourner en cours, mais j'aurais été le premier de ma classe, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Bah, en fait, c'est vraiment ça. C'est quand je prends un truc à cœur, je le fais à 200%. Juste là, j'avais beaucoup plus à cœur de faire gaulerie toute ma classe que d'apprendre des trucs. Tu vois. C'est marrant parce que moi, j'ai un peu eu ce truc-là aussi de. J'étais un gros flemmard. Et en fait, c'est quand j'ai commencé assez tard à bosser sur des trucs que je kiffais de ouf qu'en fait, je me suis rendu compte que derrière ce gros flemmard, il y avait un gros bosseur, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça dépend vraiment du contexte que t'auras ta déterre et que tu vas être très différent. Ouais, mais je pense que c'est propre à tout le monde, en fait. Faut arriver à susciter l'intérêt dans ce que tu fais. Et ensuite, en fait, tu comptes plus tes heures, quoi. Tu y vas à fond. Et puis, en fait, quand tu vois l'école, quand t'es enfant, et maintenant, je la vois totalement de manière différente, mais tu vois, un endroit où tu peux t'instruire pour t'aider à gagner ta vie, à avoir des nouvelles compétences tous les jours, tu sais, c'est incroyable, tu vois. Mais de fou. Oui. Mais en fait, à cette époque-là, je m'en rends pas compte. Mais c'est quoi le truc que tu penses qui manque à l'école pour que des profils comme toi, ils soient plus enclins à avoir vraiment la déterre de travailler? Bah, je pense que ça devrait se faire un peu dans l'autre sens. C'est pas étudier plein de trucs et voir ce qui te plaît, c'est trouver ce qui te plaît. Ouais. Et après aller dedans. Je pense que vraiment qu'il y a un problème dans notre système éducatif parce que je l'ai vécu, quoi. J'étais ce qu'on peut appeler un cancre. Tu vois, j'avais pas de bonnes notes. Les profs, ma mère, elle devenait folle, tu vois. Et moi, je le comprenais pas. Et plus tard, il s'avère qu'en fait, je suis pas tant un cassos que ça. J'arrive à me déterre sur certains sujets et quand faut travailler dur, je travaille dur. C'est juste que le système éducatif de l'époque, en tout cas, m'avait pas montré l'intérêt que j'aurais pu en porter. Et toi, tu t'es arrêté à quel moment du coup après? Là, très vite, je suis séparé de mes amis qui font tous dans un cursus général. Ouais. Moi, je suis envoyé en BEP. Ok. BEP vente action marchande. Ouais, on est déjà sur une petite vibe de... Alors, je sais pas comment j'ai atterri là, ok. mais mon but vraiment, c'était d'acquérir un diplôme de niveau 5
Je sais plus si c'est encore le cas. En tout cas, le BEP est un diplôme de niveau 5 pour que je puisse intégrer une école qui s'appelle... c'est une école de l'UCPA qui est à Lyon. Et c'est pour faire un bac AMS, animateur musical et scénique. Et en gros, c'est un bac DJ. Qui est subventionné par l'État. En fait, t'es à moitié en entreprise, à moitié à l'école, quoi. Et ils t'apprennent... Le BEP te permettait de faire une passerelle vers ça ? Ouais. Ah ouais. En fait, il fallait un diplôme de niveau 5. Ouais, peu importe le diplôme, en fait. Ouais, pour aller... donc, je sais plus pourquoi je suis tombé dans la vente, mais bon, maintenant, ça paraît évident, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sur le coup, toi, tu kiffais ou pas quand ce côté vente, déjà, à ce moment-là ? Ouais, tu sais, vraiment, à cette époque-là, les cours, j'y allais pour faire j'y allais parce que c'était obligatoire, et puis voilà. Après, tu vois, être dans un autre contexte, tu vois, bah oui, forcément, ça m'a... Tu vois, ce côté vente et tout ça, ça m'a appris des choses qui, forcément, je me resserre aujourd'hui, tu vois, même inconsciemment. Et surtout, j'ai rencontré une prof qui m'a dit un truc qui m'a servi vraiment de motivation pour plus tard. Elle m'a dit, j'avais beau être intelligent, j'avais beau avoir souvent raison sur certains sujets, que je changerais pas le monde et que je finirais par gagner le SMIC, tu vois. Ok. Et elle m'a dit ça de manière très crue et pas méchante, tu vois, mais genre, tu sais, genre redescends un peu sur terre. Ok. Et ça m'a vachement motivé dans toute ma vie professionnelle pour me dire, je vais lui donner tort. Ok. Et au final, tu vois, bon, je sais pas si elle avait fait exprès. Cette prof, c'était ma prof principale, Madame Groll. Tu te souviens du nom, quoi. C'est ouf. Ouais, bah, elle m'avait bien marqué, cette prof. Où elle m'avait dit, non, mais en fait, le monde, il est pas comme ça, quoi. Tu ne changeras pas le monde. Est-ce qu'elle a piqué dans ton ego quelque part ? Ouais, grave. Ouais. Enfin, carrément. Ouais. Et genre, ça m'a fait une motivation pour lui montrer, bah écoute, je vais lui prouver que j'ai tort. Et tu sais, c'est bête parce que ça se trouve, cette prof-là, je l'ai eu 1 ou 2 ans. Ça se trouve, elle se rappelle pas du tout de moi. Ouais, c'est probable. Mais ça se trouve, je suis qu'un détail. Par contre, moi, dans ma vie professionnelle, bah, tu sais, à beaucoup de moments de ma vie, tu vois, je me suis dit, bah, tu vois, si elle m'avait vu, je dirais, bah, tiens, elle a tort, tu vois. J'ai réussi à... T'as pas essayé de la retrouver ? Non, parce que je suis pas à ce côté, je suis pas... Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que on aurait pu voir un peu ça comme un échec d'un prof dit ça à un élève. Ouais. Parce que tu vois, c'était un peu brut et tu sais, j'aurais pu le prendre totalement différemment et me dire, ah ouais, ça sert à rien d'aller chercher plus loin de façon. Et si c'est pas la première fois qu'elle l'a fait, il y a sûrement des gens qui l'ont pris comme ça et qui du coup, en fait, se sont résignés plus que. Après, ça se trouve. pour sa défense, vraiment, j'étais. Non, mais je rendais fou les profs. Je cherchais la petite bête tout le temps. Je disais, ah ben vous voyez, j'avais raison. Oui, mais en fait, dans la vie, c'est pas comme ça, tu vois. C'était plus sur son. Ah, mais du coup, t'avais déjà un peu ce côté à contourner les règles pour dire finalement j'avais raison et un peu. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était vraiment ce truc-là. Le côté de petit con en vrai. Hein. Voilà, c'était pas autre chose. Hein. C'est aussi parce que t'as l'air d'avoir envie de trouver les failles dans des systèmes, quoi. Ouais, d'aller les forcer. Oui, bah c'est tout à fait ce que je fais dans mon travail. Ouais, mais oui, déjà à l'époque. Mais bon, en fait, je suis pas du genre à traduire ça en disant ouais, c'était plus ça. Non, j'étais un petit con. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, la réalité, c'est que je voulais avoir toujours raison et que j'étais un petit con. Et que sur ce jour-là, j'ai dû la pousser à... Parce que j'imagine que d'avoir un salaire de prof et puis de te manger des cassos comme moi qui te rendent fou toute la journée, ça doit pas être très marrant, tu vois. Et en fait, cette phrase-là, bah, tu vois, elle m'est restée dans la tête et elle m'a servi de motivation. Donc au final, merci, quoi. Je dis pas que j'ai fait toute ma carrière là-dessus, mais je sais qu'à un moment, ça m'a servi de moteur. Ouais, c'est ouf, ça. Et après le BEP, tu réussis à aller... BEP, ouais, je réussis à aller à Lyon. À Lyon, ouais. À ce moment-là, t'es quoi ? T'es majeur, du coup ? T'as 18 ans Ouais, enfin, non, ça devait pas être loin, mais... ok. Et en fait, je me rends compte, c'est un peu la désillusion parce que c'est un bac animateur musical et scénique, c'est l'UCPA, tu vois, la démarche elle est cool, mais on n'est pas, tu vois, moi je croyais que j'allais dans une école où j'apprends à scratcher. Ah oui, il y avait pas tant de Si, il y avait, mais ils t'apprennent à devenir un DJ généraliste pour mixer bien des mariages et tout ça. Dans des boîtes. Et pour le coup, techniquement, j'étais déjà bien au-dessus de la plupart des gens qui intégraient l'école, qui étaient là pour apprendre un métier de DJ. Alors que moi, en fait, ces notions techniques, je les avais déjà un peu. Ah yes, ok.
En autodidacte, du coup, t'avais réussi à avoir du niveau suffisant. Ouais, pas vraiment autodidacte, parce que je me suis buté aux cassettes vidéo, aux tutos, aux trucs comme ça, tu vois, de l'époque. En fait, j'ai intégré un truc, une école. Ouais, c'est cool parce que dans tes cours, t'apprends à faire de la MAO, musique assistée par ordinateur. T'apprends à faire du Photoshop pour faire les flyers de tes soirées. Ah oui, okay. Ouais, tu sais, ça englobe. C'est complet, ouais. Il y a un truc de culture musicale aussi, tu vois, il y a des blind tests. Donc, tu vois, ça m'a ouvert, parce qu'à l'époque, j'écoute que du rap. Ça m'a ouvert à la musique électronique, entre autres. Ah oui, t'avais jamais foutu les pieds dedans avant ça? Non, pour moi, c'était pour citer rap, c'était fuck la techno, c'est de la musique de drogué, tu vois. C'était ça le. Ah, c'est fou. C'était ça mon. Enfin, tu vois, j'étais vachement. C'était radical, quoi. Ouais. J'ai remarqué quand on est gamin dans ces âges-là, on est ultra radical, quoi. Genre, ouais, moi, je sais que quand j'avais cet âge-là, on est des petits cons. Ouais, je pouvais pas sortir du ouais, rap voilà. et tout, je m'en foutais, tu vois. Exactement. Ça m'a pas mal aidé à l'ouverture d'esprit et à me former sur plein de petits trucs, dont Photoshop. Qui m'a bien servi plus tard, tu vois, même si je suis pas. Je suis très loin d'être un graphiste, hein, mais parce que si mes graphistes, les mecs avec qui j'ai bossé, ils le savent très bien. Mais j'ai des notions et j'arrive à te mettre en forme ce que je veux pour que toi, graphiste, t'arrives à l'interpréter d'une belle manière. Une première maquette. Ouais, du coup, cette école, voilà. Et puis aussi, ça m'a fait rencontrer plein de gens d'un peu partout. Déjà, ça m'a permis de sortir de mon cocon. Tu vois, à cette époque-là, 17, 18e que j'habitais, pour moi, vraiment, j'avais l'impression que c'était la capitale du monde là où j'habitais. Ouais. Je pensais que c'était nous les plus stylés, que je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment on est d'habiter au centre du monde. Okay. Alors déjà de partir à Lyon tout seul, bah tu vois, tu te rends compte que en fait non, t'es pas la capitale du monde. Ouais. Dans l'école, tu rencontres des gens de partout en France, tu vois. J'étais le plus jeune de l'époque, donc tu vois, je rencontre des gens plus âgés et tout. Ça fait déjà mon premier parcours professionnel, tu vois, un peu. Je mixe dans des soirées étudiantes à Lyon, je fais des petits trucs comme ça à droite à gauche. Donc, tu vois. En parallèle de l'école, tu fais déjà un peu de thunes en faisant des soirées. Ouais, parce que mes parents à l'époque me payent déjà ma chambre étudiante, je crois que ça coûte 400 €. Mm-hmm. J'ai un salaire parce que je travaille, je suis à moitié dans une entreprise, je suis dans une boîte de nuit. Ah oui. Donc j'ai une partie d'un salaire parce que j'avais moins de 18 ans. Et du coup, tu gagnes, genre, je sais pas, 400 € par mois. Un pourcentage différent. Ouais, un pourcentage différent. Mais tu vois, tu vois, je commence déjà à faire un peu d'argent tout seul, tu vois. Quand tu goûtes à ça, t'as envie d'en avoir plus toujours. Ah ouais. Ça a été l'engrenage. Ouais, c'est un bon engrenage, hein, mais tu vois. Bien sûr. Mais je me bougeais le cul, je fais des soirées. J'ai mixé, j'étais DJ de la section d'assaut pendant longtemps. Et ça c'est venu comment ce truc-là? C'est est-ce que tu les connaissais un peu? De par un de mes meilleurs potes qui s'appelle Anno, lui est très pote avec Black M, de la section. Il cherche un DJ, il me branche. Et ça se fait comme ça. Ouais, ça se fait. Et à ce moment-là, t'es encore en école? Non, enfin c'est un peu, ça se chevauche. Ouais. Il y a eu plusieurs périodes parce que j'ai arrêté, parce que eux aussi ont arrêté. Ah oui. À une période, ils ont fait un break. Ouais. Et après ils ont repris, j'ai repris aussi, donc ça a été en fractionné, tu vois. Mais pendant longtemps, j'étais leur DJ. Ça a eu un impact sur toi, ta visibilité en tant que DJ, ta crédibilité. Pour peut-être trouver d'autres soirées dans lesquelles... Oui, mais ça a eu un impact surtout dans le fait que j'ai arrêté à un moment où tu vois, j'étais plus en phase avec le groupe. Ok. Et musicalement, ouais. Non, puis même, enfin, tu vois, eux, c'est un groupe vraiment très soudé, c'est des amis d'enfance, ça. Moi, je suis un peu une pièce rapportée à cette époque-là. Et puis tu vois, je commence à écouter d'autres musiques, pas que du hip-hop et tout ça. Et tu vois, je suis dans un truc, je suis dans un groupe de rap, très rap et tout ça. Et j'ai un peu... Pas leur délire. Ouais, et puis il y a un autre truc, c'est que ce qu'on se rend pas compte avec la section d'assaut, avant qu'on les écoute sur l'écrasement de tête, je crois que c'est leur premier truc qui est sorti. Avant ça, ils ont fait tous les week-ends, ça s'appelle les fêtes de quartier. Okay. Et en gros, ils vont rapper dans toutes les cités. Et puis, tu vois, moi, je les accompagne en tant que DJ. Ça me prend énormément de temps. Ouais, ça tourne. Et à l'époque, tu vois, c'est pas comme maintenant. Tu viens avec tes platines, tes vinyles, tes trucs. Ouais. C'est une galère. C'est un gros truc. Et à l'époque, ça rapporte pas du tout d'argent, tu vois. Même si Dawala était déjà là et nous défrayait et nous amenait en voiture à droite, à gauche et tout ça. Il y a quand même un truc, tu sais, ça te prend du temps là où tous tes potes, à l'époque, ils jouaient à la console, ils chill et tout ça.
Et je crois qu'à un moment, tu vois, tu vois, j'ai pas fait le bon choix, tu vois. J'ai dit j'arrête. Tu penses que t'as pas fait le bon choix? T'aurais aimé vouloir tester ce que c'est d'être DJ d'un grand truc qui tourne, ouais, parce qu'au moment où j'arrête, je sais pas, peut-être 3 semaines après, ils sortent le son Désolé, ça cartonne. 3 semaines. Ah ouais, c'était déjà dans le truc, mais je sais plus exactement, mais je sais que pas longtemps après, ils sortent Désolé, ça explose. Et moi j'avais ramené un pote à moi en tant que DJ, on était 2 DJ, et lui était resté. Tu vois, et moi j'avais fait un peu la passation, ça se passait plus super bien avec le groupe. Enfin bref, il y a eu tous ces trucs-là mélangés. Et lui, il vit, je sais pas. Sa meilleure life. Ouais, il vit pendant 2-3 ans, genre des tournées partout, des salles de plus en plus grosses. Ils doivent faire la première partie de Jay-Z. Le jour même, comme ils peuvent pas faire les balances, ils refusent de faire la première partie. Tu sais, c'est genre. Ah ouais. C'est genre, ils sont. Genre, c'est les ouais, ils sont sommés du monde à un moment, faut dire ce qui est, tu vois. Ouais. Bah là où je pense que ça m'a servi, c'est que tu vois, je me suis dit, pendant cette période-là, j'ai loupé le coche. J'ai pas pris le train. T'as des opportunités des fois qui se présentent à toi. Il faut savoir les saisir. Ouais. Et des fois, ça arrive qu'une seule fois dans ta vie d'avoir une très bonne opportunité. Et là, pour moi, j'ai fait le mauvais choix. Et tu vois, j'ai l'impression que je vais le payer toute ma vie. Et ça change ta manière de percevoir les opportunités maintenant? Ouais. Mais carrément. Ouais. Mais complètement. Il n'y a pas une opportunité, même les mauvaises, je les prends. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Je saute surtout. C'est des expériences de vie qui font que, voilà. Ah, c'est ouf. Mais après, d'un côté, est-ce que cette expérience de vie-là te permet pas justement d'avoir cette leçon qui te permet derrière de faire les bons choix? Parce qu'on sait pas. Ah si, carrément. Et puis, ça se trouve, j'aurais continué l'histoire avec la section d'assaut. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait actuellement. Ça, ouais. Et je suis très fier de ce que j'ai fait actuellement. Donc, ça aurait été dommage de pas le faire. Et toi, t'as un peu envie de retrouver cet univers-là? Parce que j'ai vu que t'avais un projet avec 1-2 que tu manages et que t'essayes de retrouver un peu cette vibe de couper des gens autour de grosses soirées, de refaire des trucs. Ouais, après 1-2, c'est particulier. C'est que c'est un très bon ami à moi. Ouais. Que je trouve qu'il a énormément de talent. Et j'estime, encore une fois pour moi, qu'il manque uniquement de visibilité pour devenir une grosse star, tu vois, parce qu'il a tout, que ça soit musicalement, dans sa DA, et puis même, tu sais, le personnage, il est solaire, Carrément. Tu sais, il te donne le sourire. Comment tu résumes 1-2 pour ceux qui connaîtraient pas, parce que c'est vrai qu'on évoque son nom, mais il est pas forcément. C'est un gourou musical. C'est un gourou musical. Ouais, c'est un gourou musical. C'est quoi? C'est de la house mélangée à des influences hip-hop, indienne, hip-hop. C'est un peu un mélange de tout. Ouais, c'est ce qui fait que c'est un peu dur aussi, c'est qu'il est pas dans une seule case. Il est dans plein de. Tu vois, bon après, c'est un DJ house à la base. Tu vois, quand même, c'est un DJ house. Il est booké parce que c'est un DJ house. Mais à côté de ça, il arrive à ramener une vibe un peu différente. Et non, pour répondre à ta question, c'est pas ça que je recherche à travers 1-2. C'est juste que professionnellement, je pense que je peux lui apporter des choses. Et du coup, de pouvoir parler le matin, parler de stratégie, faire des trucs, mais sans avoir tout cet enjeu financier derrière, en tout cas pour moi, de mon côté. Bah, ça m'aide beaucoup et du coup c'est génial de faire ça. J'ai envie de reprendre une carrière musicale moi personnellement. Ouais. Là actuellement c'est une envie que t'as vraiment. Ouais, enfin c'est une envie que j'ai toujours eue de pouvoir reconsacrer du temps à la musique. Bon, il se trouve qu'avec tous mes projets entrepreneuriales et mes enfants, c'est un peu compliqué. Ouais, là c'est dur. Mais tu vois, c'est pas une porte que je ferme. Ouais. Clairement. Mais pour l'instant, ouais, je m'occupe de 1-2. On va y revenir un peu après à la musique, mais d'abord, c'était quoi les premiers jobs que t'as fait après tout ça, après toute cette période DJ, etc. Alors, j'ai été DJ pendant très longtemps. Ouais. Ça m'a fait voyager, tu vois. Je suis parti vivre à Marseille, je suis parti à Londres, je suis parti un peu à Barcelone. Et puis à un moment, retour à Paris, j'arrête de squatter chez des gens. Je retombe dans la réalité, dans le dur. Il faut un vrai travail avec des fiches de paye pour avoir un appart, tu vois. Du coup, je me retrouve à être archiviste dans une étude de notaire. Ok. Ouais. Wow. Par le biais d'une de mes meilleures copines avec Jeanne, qui est importante aussi dans l'histoire de Tiller plus tard. Du coup, c'était un peu une planque, parce que j'étais plutôt bien payé. Je pense que j'aurais pu rester là-bas toute ma vie. C'était vraiment une planque. Tu vois. Ah oui. Okay. Ouais.
travail était pas trop compliqué. Tu travailles dans un environnement qui est plutôt cool, tu vois. C'est une grosse étude de notaire. Donc tu travailles avec des gens qui sont plutôt intéressants, tu vois. Des avocats, des juristes et tout ça. Moi, c'est pas mon monde, mais je suis ouvert d'esprit, donc tu vois. Et je sais pas, en 2008, je crois, il y a une grosse crise financière. Du coup, il y a des licenciements dans tous les milieux. Moi, je suis licencié, licenciement économique. Tu vois. Ok. Et après, je fais quoi? Je fais de l'éveil musical à des enfants autistes. Ok. Là aussi, trop cool, tu vois, comme intitulé de taf. Par contre, je me voyais pas rester toute ma vie parce que déjà, tu gagnes pas bien ta vie. Ah oui, ok. Ouais. Bah, Dans le social, quoi. Ouais, t'es fonctionnaire. Je me retrouve dans un mood de travail où les gens autour de moi, en fait, c'est des mecs, ils ont prévu leur vie sur 40 ans. Ils savent que, tu sais, quand t'es fonctionnaire, tu sais combien tu vas gagner dans 5 ans. Ouais, ils savent que dans 5 ans, ils vont faire ce crédit-là, acheter une maison là. Et tu vois, je les entends parler à la pause déjeuner et genre, moi, ça t'angoisse. Ouais, ça me met des bouffées d'angoisse, tu vois. Et là, je sais, il faut que je me lance. J'avais déjà rencontré mon associé. Mon associé, lui, avait une marque qui s'appelait Les Filles 2. Okay. Il lance une marque dans le textile, tu vois. C'est ses parents qui sont dans le sentier et tout ça. Et du coup, moi, ça m'intéresse. Et je vais squatter à son taf. Tu vois, j'ai des horaires un peu particuliers. Je commence à 5h du mat et je finis à 14h. Ce qui fait quand je finis à 14h, je fonce dans le sentier. Et tu pars charbonner. Pas vraiment charbonné à l'époque. Je pars accompagner Alex, tu vois, mon associé, dans toutes ces petites aventures. Et ça faisait pas si longtemps que ça que vous vous connaissiez Ouais, ça doit faire 2-3 ans, un truc comme ça, à l'époque. C'était une jeune amitié quand même. Ouais, c'était une jeune amitié, mais tu sais, des fois, il y a des trucs, c'est un peu fusionnel, ouais. On est tout le temps ensemble. Et puis foncièrement, moi, ça m'intéressait ce qu'il faisait. Tu vois, je savais pas que j'avais envie de faire ce truc de vêtements et tout ça, mais tu vois, il était déjà entrepreneur à l'époque où je crois, je ne savais pas ce que ça voulait dire d'être entrepreneur en quelque sorte. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Je pense qu'on a 20 ans, ouais. Waouh. Non, je suis un ouf, on a 24 ans. 24 ans, ok. Ouais, on a et 24 lui, il est déjà dans des. Genre, il fait déjà du chiffre d'affaires, il a déjà un truc. Ouais, enfin, c'est pas. Oui, il a une vision plutôt. Il commence à faire son truc, yes. il travaille dans la société, il développe une autre branche dans la société de son père, tu vois, qui est du sentier. Et tu vois, c'est le tout début des influenceurs, des trucs comme ça. C'est vraiment le tout début, ça n'existe même pas vraiment. Okay. Tu sais, il n'y a pas Instagram, c'est Facebook. Ouais. Tu vois, je l'accompagne sur son projet, même si c'est son projet à lui. Je l'aide pas trop stratégiquement, parce que c'est vraiment son truc. Et puis. Mais je l'accompagne dans pas mal de trucs et à côté de ça, on se dit qu'on a envie de monter un truc ensemble, tu vois, de faire des pourquoi pas des t-shirts, des vêtements, et on monte ce projet. Tu vois, j'ai cette idée de dealer de t-shirts, tu vois, et du coup lui trop chaud. Du coup, quand il prend des et à ce moment-là, l'idée c'est d'avoir un truc qui est pour se faire kiffer, ou vous avez déjà un peu l'envie de grinder et de faire. En fait, maintenant, avec du recul, c'est compliqué de te dire. Ouais. Mais moi, j'avais l'impression que ça allait marcher. Ouais. Tu vois, en fait, je me rendais pas compte de tout le travail. Tu vois, pour moi, faire une marque de t-shirt, on allait aller à Stadium, il fallait faire un packaging de ouf. Tu sais, avec plein d'idées qui se mélangeaient et tout ça. On avait cette idée-là avant même d'avoir le concept de Tiller. Ouais, on va faire une marque, c'est un truc. Tu vois, c'est des plans sur la comète. On a acheté une machine pour faire des t-shirts. On n'avait pas encore le concept. Il se trouve que la machine, elle rentre pas chez moi. C'est très compliqué. C'est un peu décousu tout ça. Mais vous n'êtes pas dans une approche parce qu'il y a pas mal de marques pour qui le parcours ça a été plus. On se fait kiffer un peu le parcours un peu à la Jul, j'ai envie de dire. Genre tu fais d'abord kiffer tes potes avec des sapes un peu marrantes, des trucs, et puis en fait, ça explose après quoi. Bah là on n'avait pas le concept. Mais on se disait, vas-y, on va faire des trucs, ça va marcher et tout ça. On se motivait l'un et l'autre avec Alex. Ensuite, il y a ce concept de dealer qui arrive sur la table, tu vois. Je parle à Alex, ouais, t'en penses quoi? Dealer t-shirt, truc, faut trouver un positionnement. Ça vient de toi, le concept. Ouais, après le mot dealer, ça vient de moi. Après, le concept, tu vois, on l'a travaillé à deux, et même pas à deux, à 20, à tous les gens qu'il y a autour de nous et tout ça. Parce que
effectivement, quand on a notre machine de t-shirts, on fait des t-shirts, on essaie de faire kiffer nos potes et tout ça, mais il y a rien qui prend vraiment. Bon, à cette époque-là, on est dans une coloc où on est 12, tu vois. On est 12 dans la coloc. Donc, tu vois, Par contre, quand on trouve le concept dealer, tu vois, de se dire on est des dealers de t-shirts et qu'on trouve un peu notre DA, tu vois, dans le sens où on va mettre des t-shirts dans les pochons, on va détourner des trucs des années 90, tout ça, là, tout de suite, on voit il y a un engouement. Tous nos potes de la coloc qui veulent des t-shirts, tu vois, ça prend. Tu vois, on le sent. À l'échelle de la coloc, tu sens que c'est différent. Ouais, et puis, non, mais quand t'es en coloc avec 12 personnes, en fait, on n'est jamais 12, on est toujours 20, tu vois. Ouais. Et puis, ça prend. Tu sens le truc. À arriver, j'ai des potes qui à cette époque-là, des potes qui ouvrent des bars. Un mec qui était dans ma coloc, qui s'appelle Romain. Il montait un bar qui s'appelle La Droguerie Moderne. Ok. On accroche des t-shirts dans son bar et des gens qui en demandent tout le temps. Ouais, on peut avoir ça. Et du coup, ça fait le. Ouais, ça valide le concept. Ouais, ça valide le concept et puis voilà, tu vois. On sent que le truc est parti. Mais encore une fois, moi, je travaille encore. Enfin, tu vois, on est très loin de pouvoir gagner notre vie avec ça, tu vois. C'est ça. Et puis même, enfin, tu vois, je veux te dire, pour le nombre de t-shirts qu'on a ratés, c'est parce qu'on imprime tout nous-mêmes. Oui, en plus, ouais. Quand on en vend, limite on n'est pas rentable, tu vois. Ah oui, parce que du coup, t'es un peu en mode, tu trembles dès que t'as une commande, parce que sur un malentendu, tu vas en voir. Ouais, pas que, mais tu sais, on sait pas faire. On apprend, en fait. On apprend à le faire. Tu vois, je me rappelle, on a notre toute première commande tu vois, une commande de t-shirt, tu vois, mais pas pour nous, de notre marque. C'est un mec qui nous passe une commande pour un enterrement. Il nous demande... Ouais. Il nous demande 100 t-shirts avec la tête du mort, là, repose en paix, truc. Ok, particulier. Particulier, ouais. Et on fait la prod, tu vois. Tu dois presser le t-shirt, mais avant de le presser, tu dois l'enfiler sur la Jeannette, ça s'appelle. Yes, ouais. Et nous, je sais pas, je crois que c'est moi, si je dis pas de conneries, on le fait pas, tu vois. On n'enfile pas, on met et on presse. Je me dis, ça va beaucoup plus vite. Et en fait, on se rend compte à la fin de la prod que ça a transpercé. En fait, t'as le dessous. T'as le mort aussi qui est derrière avec l'écriture marquée à l'envers. Et tu sais, c'est notre première commande. Le mec, il nous a apporté 100 t-shirts. On a niqué ces 100 t-shirts, en fait. Oh merde. Et du coup, on a tout remis en blister. On l'a fait comme ça. Et puis, bon, il se trouve que comme c'était un enterrement, personne n'a trop rien dit. Ouais. Et ça l'a fait. Mais tu vois, c'est le genre de truc, en fait, t'apprends de tes erreurs. Ouais, c'est ça. Mais du coup, vous faisiez un peu de la prestation aussi pour d'autres commandes en plus de Tiller, quoi. Ouais, bon, franchement. Moi, je me souviens que quand j'ai acheté Tiller, il y a une des premières fois, ça devait être en 2013, la première fois que j'ai acheté Tiller, c'était la facture, ça allait à Original Qualities. Toujours ? C'est ça. Et toujours encore actuellement ? C'est le nom non, ça a changé, mais oui, ça a été. Et Original Qualities, du coup, c'était avec ça que vous faisiez aussi la presta de faire de la SAP pour quiconque qui a besoin d'imprimer des trucs, quoi. Exactement. Ouais, donc il y avait déjà un peu ce côté business à deux têtes avec la façade et le côté un peu back, quoi. Franchement, c'était pas pensé comme ça. C'était plus, vas-y, on a une machine, faut la renta, tu vois. Ouais. Et avant d'avoir ce concept de Tiller, on avait la machine. Ouais. Donc on s'est dit, vas-y, faut imprimer pour les gens, tu vois. Et ça a été quoi le moment où vous avez senti que là, vous pouviez en vivre ? Ça a été quand, à quel moment ? Et surtout, comment toi, tu l'as vécu, le fait de passer le cap ? Je sais pas, on commençait à avoir beaucoup de commandes. On a eu des articles dans Combini, on a fait pas mal de petits buzz, tu vois. Ouais. Et puis il y a un moment où moi, j'imprime des t-shirts jusqu'à 3h du mat, je commence à 5h. Ah ouais, c'est plus possible. Et mon associé, il me dit, mais vas-y, tu sais, genre, arrête, quoi. Enfin, tu vois, tu t'infliges. Je vais voir un ami de ma mère qui est psychiatre. Ok. Et je lui dis tout. Je lui explique, je lui dis, écoute, j'ai un projet, mais je travaille, et des trucs, mais est-ce que tu peux m'arrêter 6 mois ? Wow. Arrête-moi 6 mois. Et il me dit, non, mais je peux pas faire ça. Mais par contre, je peux t'arrêter déjà 1 mois. Ok. Tu vois où t'en es et tout ça. Parce que lui, il voyait, tu vois, quand t'es fonctionnaire, tu vois, c'est quand même... c'est une planque. Tu peux rester toute ta vie, tu peux pas être viré, t'as la sécurité de l'emploi. Tu vois, lui, il se dit, tu vois, le petit... Enfin, tu vois, je peux lui faire plaisir, mais peut-être ça lui rendra pas service. En vrai. Sur le long terme. Ça se trouve, tu vois, je suis en train de niquer sa vie en lui disant. Du coup, il me dit oui. Et il me dit autre chose qui est important pour la suite de l'histoire. Il me dit, par contre, il y a mon fils
qui veut printer des t-shirts aussi, qui est dans mon salon en train d'imprimer des t-shirts. Prends-le avec toi. Oh, c'est incroyable. Et du coup, son fils, c'est Charlie Provoque, qui a un atelier qui s'appelle Paris Printers, qui marche toujours. Et en fait, on a commencé ensemble. Parce que son père, qui était le meilleur pote de ma mère, nous a un peu forcé à dire ok, bon, je te fais ton arrêt, mais tu prends mon fils. Enfin, c'est son Donc ça a beau-fils. été ton stagiaire un peu, quoi. Non, pas du tout, parce que non. Il était déjà calé. Ouais, il était déjà calé. On faisait des choses différentes, tu vois. Ouais, ok. On faisait des choses différentes, mais du coup, ce qui est fou dans notre histoire, c'est que lui, il continue encore, et moi encore, et on est toujours en contact, tu vois. Ouais, parce que du coup, Paris Printers, pour ceux qui connaissent pas, c'est un atelier de sérigraphie. Ouais. Qui fait de la presta sur Paris. Ouais, qui bosse pour Adidas, Nike, qui a imprimé les 3/4 du streetwear de mon époque, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être pas les nouveaux qui arrivent, tu vois. Mais oui. Ouais, d'ailleurs, les nouveaux qui arrivent, je crois que la plupart ils sont chez PTSF, Pablo T-Shirt Factory. Ouais. Et bah pour l'histoire, Pablo, moi je le connais depuis l'époque, il bossait chez Yard. Il bossait chez Yard, ok. Ouais, mais il avait 15 ans, il montait un truc qui s'appelait Minor Squad. Ok. Et on bossait ensemble. Et puis après, plus tard, il est venu me voir, il m'a dit qu'il aimait le textile et tout ça. Et du coup, je l'ai présenté à Paris Printers. Et ils ont bossé pendant 3 ans ensemble avant qu'après Pablo, lui il parte faire son truc. Ouais, que Pablo parte faire son truc, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc tout ça c'est un peu lié, tu vois. Fou. C'est un peu de la transmission et c'est cool pour l'histoire. Enfin, tu vois, il y a un côté legacy, quoi. Ouais, après c'est pas qu'il va rester qui va rester dans le temps, tu vois, mais bon, Pablo est bien parti pour Pablo et son équipe d'ailleurs, pour aller très très haut. Je sais qu'à une période, en fait, quand j'ai vu ce petit, je me suis dit, ce mec-là, ça va devenir une star. Ah ouais, carrément. Tu vois, je sentais un truc de... c'est peut-être un truc que j'avais aussi en moi de vouloir, mais genre c'était moi en super guerrier, le mec, tu vois. Il avait déjà acquis des compétences à 15 ans que moi à 20 ans j'avais pas, tu vois. À 25 ans, tu vois, j'avais pas. Et du coup, tu vois, à un moment, tu vois, à cette période où je le présente à Charlie dans Paris Printers et tout ça, tu sais, il y a quand même cette volonté de vouloir faire partie de son histoire, tu vois. De se dire, ouais, je vais essayer de lui faciliter des choses parce que moi, il y a des gens qui m'ont facilité des choses dans mon parcours, tu vois, et que c'est très important et que c'est un mec, et puis il me donne pas du tout tort, tu vois. Ouais, là, alors qu'il est, je crois qu'il est à Tokyo en train de parler avec Nigo, tu vois. Il fait que des trucs assez vénères. Et puis surtout, lui, comme on en parlait tout à l'heure en off, mais il a beaucoup aussi ce côté... il est le visage de son projet et il est ultra présent dans sa personne au-delà de PTSF. Et puis il a un autre truc, c'est que nous, on n'avait pas avec Tiller, c'est qu'il sait dire non, le mec. Ah ouais, ok. Donc, tu vois, il y a plein de projets, lui, il dit non. Parce qu'il ne trouve pas sa DA, parce que nanana, parce que... Tu vois, là, avec Tiller, j'ai jamais su dire non, tu vois. Et ni moi, ni mon associé. Tu vois, on est toujours... ouais, on va le faire, même si c'est impossible, tu vois. Mais et c'est deux... Encore maintenant ou... Maintenant, non, mais... Ouais, j'ai envie de te dire non, je me suis soigné, mais en fait, c'est faux. Ouais, dès qu'on me propose un plan, je suis trop chaud. Que ce soit avec Tiller ou avec autre chose. Et puis, tu vois, c'est ce que je respecte chez l'équipe de Pablo. Mais c'est aussi ce qui fait ma force à moi. C'est que je vais être assez polyvalent. Et aussi, ça va m'amener dans plein de trucs différents, tu vois. Comme bosser pour José Garcia, tu vois, par exemple. Ouais, on y reviendra à ça. Ouais, mais c'est pour ça, je sais que... C'est dans le programme de la suite, mais c'est assez marrant, les autres projets que dans lesquels tu as pu aller, qui sont tous un peu... tous aussi fous les uns que les autres. Je fais juste une petite précision pour ceux qui nous écoutent. On va pas aller dans la plus grosse profondeur de toute l'histoire de Tiller, tout simplement parce qu'il y a déjà un contenu que tu as fait il y a pas très longtemps avec Merci le Merch, où vous faites 1h30 sur quasiment que l'histoire de Tiller. Ouais, que l'histoire de Tiller. Mais bon, j'ai essayé de dire des trucs que j'ai pas dit. Non, mais parce que en réécoutant Merci le Merch, je me suis rendu compte que, bon, on a parlé pendant 1h30, on a été très profond, mais il y a plein de trucs que j'ai pas dit, tu vois. Et tu vois, bon, c'est cool de pouvoir en parler aussi ici. Si ça vous intéresse d'aller voir cet épisode-là de Merci le Merch pour le côté plus business Tiller pur et dur, je vous conseille d'aller le voir. Moi, je voulais un petit peu plus aller encore dans la musique et dans
la place que ça avait, parce que j'ai l'impression que Tiller, aujourd'hui, on a quand même beaucoup ce côté, c'était la weed, tu vois. Ouais, après, ça a été porté aussi par la musique. Et ouais, c'est ça. Et genre, en vrai, tu vois, par exemple, moi, je sais que avec le recul, tu vois, je me suis fait la réflexion après, je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'en fait, Tiller, c'était le truc de c'est trop marrant, ils sont trop provoques avec la weed et tout, les gamins de 15-16 ans, ils sont en mode vas-y, ça donne un côté un peu rebelle, tu vois. Mais en fait, mon premier t-shirt Tiller, je l'ai encore, il est dans un état lamentable parce qu'il a 12 piges, mais je l'ai rocké de ouf, c'était le Schoolboy Kush, tu vois. Ouais. Et en fait, je me souviens que détournement de la musique. C'est ça. Et à côté de ça, on avait Tiller Record. Exactement. Où on faisait beaucoup de soirées. Et aussi, un truc, c'est important de souligner, parce qu'on parlait d'un 2 tout à l'heure, c'est comme ça que je rencontre un 2. Ah oui, ok. C'est mon cousin qui travaille à Tiller à l'époque, qui a travaillé depuis le début jusqu'à encore maintenant. Tu vois, il fait encore de la photo pour nous maintenant. Il me fait écouter le son d'un mec, c'est un 2. Le son s'appelle On Drugs. Ah, mais oui, bah oui. Et du coup, il me fait écouter ce son-là. Et moi, je reste le soir pour imprimer des t-shirts pour des commandes. Je reste tout seul. Et j'ai ce truc On Drugs qui passe dans ma playlist. Tu vois. Et là, tu vois, quand j'écoute ce son, je me dis, putain, j'ai une idée de ouf. Viens, on fait un clip où des mecs... En plus, à cette époque-là, c'était début de Tiller. On rencontrait plein de gens. Tu vois, il y a plein d'animateurs télé, de rappeurs, de trucs qui venaient chez nous. Je dis, vas-y, venez, on met tout le monde dans le clip. Et on fait un truc où on se passe un joint, et en fait on fait un plan fixe où c'est un joint qui tourne, et tu vois, ça collait bien avec la musique. C'est toi qui avais eu l'idée, parce que ouais, je me souviens bien de ce clip maintenant que t'en parles. Ouais, j'ai eu cette idée, tu vois, et du coup mon cousin me présente un 2, tu vois, je lui dis voilà, j'ai cette idée, truc, et en vrai, je fais mes premiers pas de manager sans le savoir, tu vois, de stratégie et tout ça, parce que c'est exactement le même taf que je fais avec lui maintenant, tu vois. C'est ça qui est ouf. Mais c'était il y a 10 ans, genre un truc comme ça. Ouais, c'était à 12 ans. Ouais, c'était au tout début de Tiller. Tout début de Tiller. Et du coup, je lui propose le projet. Il me dit, ouais, trop chaud et tout. Et les autres gens qui sont dans ma coloc, Jeanne et Dune, et Romain, ils ont une boîte de prod qui s'appelle Getaway. Ok. Qui amène beaucoup à l'image de Tiller parce que pour eux, ils ont une vision que j'ai pas forcément. Que l'image c'est très important, faut faire des trucs un peu chiadés et tout ça. Du coup, ils m'amènent ce truc-là, c'est eux qui font les premières vidéos. Tu vois, je leur parle du projet, vas-y, j'ai envie de faire ça. Ils font un setup de fou avec une GoPro sur un ordinateur portable, un ancien ordinateur portable à moi tout cassé, pour que à chaque personne, tu sais, il y a le même recul, il y a le même truc et il y a la même lumière. Du coup, on a tout mis sur l'ordi portable. Et maintenant, notre game pour ce clip, c'était de prendre cet ordi et aller le faire chez le maximum de gens possible. Excellent. Et le maximum de gens connus possible, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, c'était une espèce de continuité où tu tires une taf. C'était un peu. Un 2, le premier plan, c'est un 2 qui roule un joint. Il lance de la musique On Drugs et il le passe. Le deuxième mec, c'est Eddie Les Bons Tuyaux, à l'époque de En Passant Pécho, etc. De En Passant Pécho aussi, qui était très important dans l'histoire de Tiller. Carrément. Ça, c'est pareil. Je l'avais noté aussi avec En Passant Pécho. Vous avez carrément plus ou moins des placements de produits qui font des millions de vues. Alors, je sais pas c'était quoi la relation. Est-ce que vous sponsorisiez le projet? Ouais, on a aidé en fait, je crois, si je dis pas de conneries, il y a l'épisode 1, 2 plus les bonus qui sont déjà sortis. Ok. Je vois ça. Je sais pas, ça fait combien de mois que c'est sorti, tu vois. Ouais. Je le vois. C'était nouveau, mais pas tout nouveau, ça venait pas de sortir. Je me dis, ouais, c'est ouf. Je montre à tout le monde de Tiller, je dis, mais regardez ces mecs-là, regardez ce qu'ils font, ça colle parfaitement avec ce qu'on fait. Le lendemain, il y a Cokeman qui débarque, Cokeman, Nassim, oui, du coup, ouais. Et qui débarque à Tiller. Énormément percé maintenant. Ouais. Une méga star. Mais tu vois, le hasard fait que je tombe dessus et le lendemain, il y a Nassim qui débarque à Tiller, qui est ramené par un autre mec, nanana, et puis, tu sais, il me dit, ouais, et je le reconnais pas. Je reconnais pas que c'est Cokeman, tu vois. Parce que tu l'avais pas reconnu. Non, mais parce que Cokeman et Nassim, c'est vraiment deux personnes différentes, tu vois. Ouais. Et du coup, il me dit, ouais, on lance un truc avec mes potes, nanana, regarde, ça s'appelle En Passant Pécho. Je dis, ouais, mais tu rigoles, j'ai découvert hier, c'est un truc de fou. Et du coup, comme tu peux imaginer, on se retrouve très potes, tu vois. Et après, ils ont besoin de financement pour l'épisode 3, 4, 5, je crois. Ok. Et du coup, on lance un crowdfunding ensemble.
Ah yes, ok, c'est là que c'est venu, ok. Ouais. Et vous fournissez aussi toutes les sapes et tout, parce que moi je me souviens que genre l'épisode 5, je crois, où ça commence sur du Fianso. Ouais. Genre le gars est full tiller de la tête aux pieds, quoi. Ouais, bah Ils voilà. ont tous la casquette et tout. Ouais, on essaye. Bah ouais. Ouais, non, mais, Bah, c'est trop cool parce que Mais en même temps. moi, limite, je pensais que le programme était plus ou moins cofondé à la base par Tiller, quoi. Ouais. Tellement ça faisait Bah, sens. ça a limite fait à un moment un peu des histoires. Ah, ok. Pas des histoires, mais. Débat. Julien et Pablo, les mecs qui ont écrit la série, bah, eux, ils cachent leur visage. Ils font plein de trucs et du coup nous on a plus de visibilité qu'eux, donc très souvent on est les gens ils pensent que c'est les gens de Tiller qui ont fait En passant pécho, tu vois. Bah ouais, clairement. Alors que pas du tout. Alors en soi c'est pas très grave, mais je peux comprendre que quand t'as fait ton projet et ton truc, bah que des gens viennent féliciter quelqu'un d'autre, tu es un peu mauvaise, tu vois. T'as envie de récolter les lauriers pour toi, quoi. C'est pas. Il n'y a pas eu débat très longtemps, hein, Bien sûr. mais je peux comprendre qu'à un moment ça te titille. Mais en même temps, la frontière était tellement fine entre l'univers Tiller et l'univers En passant pécho, c'était vraiment, ça tombait sous le sens, quoi. Ouais, et après, au-delà du placement produit, je pense que dans cette période-là, quand tu parles de weed, on était un peu incontournable. Et puis, quand t'as des potes qui font des sapes qui sont plutôt cool, pourquoi mettre les sapes de quelqu'un d'autre à l'écran ? Et comment ça se fait qu'à cette période-là, il y a une espèce de stoner culture, néo-stoner culture qui est arrivée au début des années 2010. Ouais, je pense que c'est 2015, quoi. Moi, pour moi, c'est Wiz Khalifa. Ouais, Wiz Khalifa. Wiz Khalifa, A$AP Rocky, tout Mac ça Miller, qui ramène un truc comme ça. Ouais, Mac Miller, est très important aussi dans l'histoire de Tiller. Mac Miller, on a écouté des milliers d'heures. Il y a une nouvelle esthétique de la weed qui arrive. Ouais. Tu vois, on avait ce côté vert, jaune, rouge. Rasta, il y avait Snoop Dogg qui était là, mais c'était pas très stylé, il avait pas de côté mode. Wiz Khalifa, il arrive avec une esthétique, il est trop stylé, il fume toute la journée, c'est dans sa DA complète. A$AP Rocky pareil, Mac Miller pareil. Ils amènent un nouveau Schoolboy Q. Ils amènent un nouveau souffle à ce côté fumeur. Et nous on s'inscrit là-dedans. Tu vois, on est des jeunes fumeurs actifs. On fume toute la journée, on le revendique. Mais gros, à 8h du mat, on est déjà là. On finit à minuit nos journées. Et c'est ça, je pense, le créneau qui a été vraiment le... En fait, c'est un croisement qui n'a pas été si long que ça. Je pense que ça a émergé au tout début, avec genre peut-être Kid Cudi en 2008, avec Day Night, ça a commencé à monter. Ouais, on n'a pas parlé, mais Kid Cudi aussi très important, dans la DA, dans tout ça. Et puis c'est un peu le père de tous ces mecs-là. Parce que moi, je me souviens, genre les vidéos de Cutter Is Back, où juste lui qui se fume, qui est en train de juste de rouler un pur de weed et c'est un freestyle, tu vois. Bah exactement, tout ça, c'est des grandes inspi de la DA de Tiller. Tu vois, moi je me bute à ces clips, je suis comme un fou, je regarde tout. Il y a vraiment ce côté, en fait, on veut faire comme eux, tu vois. Que la weed, c'est cool. Puis je crois que c'est le début de la dépénalisation aux States, tu vois. Il y a une nouvelle ère en fait qui arrive autour de la weed, et Tiller est là à ce moment-là, tu vois. Et par contre, toi, du coup, tu faisais, donc tu l'as dit, il y avait Tiller Records. Et à l'époque, j'étais toujours DJ. Et t'étais DJ, Ouais, je sortais des tracks sous le nom Vanderkush. Je me souviens que t'avais sorti Trappy Jacob. Ouais, Trappy Jacob qui a bien marqué. J'ai pété le million de vues il y a pas très longtemps sur YouTube. C'est incroyable. Mais ce qui est fou, c'est que musicalement, c'était pas du rap du coup. C'était vraiment de la trap EDM qui était très tendance à cette époque-là. Un peu dans la vibe Uchi, des trucs comme ça. D'ailleurs, Uchi qui. Stucky Sound, tu vois, les trucs comme ça. Non, mais Uchi qui jouait Trappy Jacob. Ah, il jouait Trappy Jacob. Il jouait Trappy Jacob, tu vois. Et moi, je me retrouve à Barcelone, au Razzmatazz, Uchi. Et je vais en tant que fan, tu vois. Mais non. Et bam, il balance Trappy Jacob. Je suis comme un ouf. Et je suis là dans le boost. C'est moi. Tu me dois de l'oseille. Non, mais même pas. T'es son manager qui vient me parler. Mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, mais c'est mon son. Et tout. Ah ouais, c'est vrai. Et tout, il me fait monter. Ouais. Truc de fou, tu vois. Ah ouais. Et après, plus tard, on le book au Tiller Party, au Tiller Kush Party. Oui, c'est ça. Parce que du coup, vous avez fait Tiller Kush Parties aussi, où il y a eu des... Alors, toujours pareil, on fait pas de rap parce que je sais pas rapper. Mais ça se trouve, j'aurais su rapper. T'aurais été sur scène, quoi. Ouais, je pense. Puis après, tu vois, quand on parle de musique, il y a quand même eu, tu vois, 7 et match très important dans l'histoire de Tiller. Mais 7 et match, Dinos aussi, il a pas Dinos, pas mal. Dinos, Big Flo et Oli.
Big Flo et Oli, ils sont partis Tiller. Big Flo et Oli, leur première interview Combini, elle se fait chez Tiller. Moi, on me contacte, il y a des mecs qui s'appellent Big Flo et Oli, ils vont faire une interview, on voudrait un endroit cool, est-ce qu'on peut le faire chez vous? Je dis quoi, Big Flo et Oli de Rap Contender? Ils ont fait un Rap Contender quand ils avaient 15 ans. Oui, dans le sud. Ouais, où ils torpillent deux mecs. Je dis, mais je les connais, mais grave, faites-les venir et tout ça. Et du coup, eux viennent. Cool. C'est des enfants, hein, nous. Oui. Enfin, moi, j'étais pas beaucoup plus vieux, mais j'ai quand même 10 ans de plus qu'eux, tu vois. C'est des enfants, quand on les rencontre, ils sont super gentils et tout. Et ils portent les vêtements, c'est trop bien, tu vois. Et nous, on est trop contents. Et puis tu vois, des années plus tard, tu vois qui c'est, Big Flo et Oli. Fait les stades, quoi. Ils font des stades. Et c'est des mecs, tu vois, genre, je leur envoie un message pour leur féliciter. Je sais pas si t'as vu le line-up de Rose Festival. Oui, incroyable. Ils ont mis Booba, Francis Cabrel, Justice, tu vois. Ouais. Et je leur dis, les gars, c'est incroyable, tu vois. Les mecs me répondent encore et me proposent de venir en me disant, ouais, t'es les premiers à avoir cru en nous et tout ça. Alors que. Ah yes, ok, carrément. Alors que je pense que franchement, ils m'auraient pas répondu. J'en aurais pas voulu. C'est dans une autre vie. Bon, après, on a continué. Hein. Je te raconte là la première interview. Ils ont fait plein de trucs chez nous. Ouais. Avant leur Planète Rap, ils donnaient rendez-vous à leurs fans devant Tiller. On allait tous. Enfin, tu vois, il y a eu une vraie relation. Ouais. C'était match pareil. Ouais. C'était match. Ils font un morceau qui s'appelle Kush. Oui, bien sûr. Je suis dans le clip. Ils sont avec les Kush et Puff. Et dans l'intro du son, il dit « Hey yo Jeff, passe-moi la Kush », tu vois. Et Jeff, c'est moi, tu vois. Putain, c'est ouf. Hein. Ouais, c'est dingue. Tu vois, il y a un impact réel, parce que moi, je me souviens que C'était Match, par exemple, leur son Air du Sud, je crois, non? Oui, un Air du Sud, ouais. Un truc comme ça, mais celui-là... Mais celui-là, tu réécoutes encore, il est trop bien. Bien sûr, tous les étés, de toute façon, tous les étés, il tourne. Tu sais, j'ai fait des trucs avec C'était Match, genre, je sais plus exactement le contexte, mais on est parti à Londres ensemble pour enregistrer un featuring avec des rappeurs que j'avais rencontrés de Londres, featuring qui n'est jamais sorti, mais genre on s'est retrouvés, mais genre, enfin tu vois, à faire des trucs, tu vois, franchement C'était Match à une période, c'est devenu vraiment des potes, hein. Oui, carrément. Genre, ça se voyait. Tu vois, Factice, et j'ai continué à le voir. Factice s'est installé à Paris et tout ça, on a continué à se voir en dehors du truc professionnel, tu vois. Factice, enfin, je pense que tu nous mets encore tous les quatre dans la même pièce avec Roms, qui était un des vendeurs de la boutique Tiller, qui a fait beaucoup dans l'histoire de Tiller, qui était chez Q8 avant. Et Q8, c'était plus, c'était une marque, c'était un peu le Tiller. De la tease. De la tease. Ouais. Et Roms. C'était un peu vibe skatewear, un peu. Ouais, moi, je le voyais en skate shop souvent. Ouais, après Q8, c'est les parents de Tiller, en fait. Tu vois. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de marques comme Q8, Benny Bla ou Poison Pearls, il n'y aurait pas eu Tiller. Ouais. Ils nous ont montré que c'était possible de faire ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors, très souvent, on nous a dit, ouais, vous avez copié et tout. Alors, tu vois, on s'en est jamais caché. C'était nos plus grosses inspirations. Ouais. Et Poison Pearl, tu vois, notre premier t-shirt avec Steve Urkel, où il y a marqué Wesh, c'était carrément pompé d'un truc qu'ils avaient fait avec, il y avait toute une série avec marqué Sissi la famille, je me rappelle, c'était Cosby Show. Je sais plus exactement, mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu vois, peut-être le public a dit ouais, vous avez copié, mais eux ils ont capté. En fait, c'était un hommage qu'on leur rendait, tu vois. C'était toujours... la créa, ça marche comme ça aussi. Ouais, voilà. Et puis à l'époque, tu vois, c'est un peu ce que je disais aussi dans Merci le Merch, c'est qu'on se permettait des trucs que maintenant je me permettrais pas de faire. Ouais. Tu vois. C'était vraiment trop inspiré, tu vois. C'était limite une copie, bon, avec nos codes à nous et puis une phrase différente. Mais dans la construction et tout ça, c'était un peu pareil. Mais en fait, nous, on le voyait pas du tout comme ça. Nous c'était, ils vont trop kiffer qu'on soit inspiré d'eux, tu vois. Ouais. Parce que c'est inconscient ce que tu te dis. De toute façon, en plus, vu que c'est le premier t-shirt, est-ce qu'on va faire des millions sur leur dos? Pas du tout. Non, et pour le coup, on en a vendu énormément de ce t-shirt. Bah, celui-là et le Louis, de toute façon, ça a été les best-sellers dès le début. Ouais. Incroyable. À l'époque, Jérôme Cuit, il fait un t-shirt qui s'appelle Who's the Boss avec Cousteau. Ah oui, ok. Et nous, on fait quoi pour l'anniversaire de Jérôme? On prend une photo de Jérôme, on écrit Who's the Boss avec sa truc. Ah, énorme. On l'offre à tous ses vendeurs et lui, il arrive le jour de son anniversaire, il y a ça. Et tu vois, j'ai lu dans les trucs, ça a dit, tu vois, c'était genre génie marketing, comment récupérer toute la base de données de Q8
en un post Instagram parce que Jérôme Q8 a posté sur l'Instagram le t-shirt en disant merci Tiller. Et du coup, effectivement, ce jour-là, on a pris plein de followers, tu vois. Bien sûr, ouais. Et mais nous, on l'avait pas vu du tout comme ça, mais vraiment pas du tout. Mais tu vois, c'était très... Mais ça, c'est marrant parce qu'on a souvent ce truc de machin, génie du marketing ou je sais pas quoi. Est-ce que tu penses que. Enfin, moi, j'ai l'impression que dans, je sais pas, 80% des cas, c'est genre, ils ont pas spécialement réfléchi dans le côté stratégique. Alors, moi, je le sais, que très souvent, on nous a dit qu'on était des génies et qu'on a surfé sur cette idée-là. Alors que, tu vois, pendant un an, on n'a pas. Tu vois, Tiller, ça avait bumpé et tout. On n'avait pas de site internet. T'étais obligé de venir à la boutique. T'étais obligé de venir à la boutique pendant un an. Et Combini a écrit, genre, que c'était du génie et tout ça. C'est juste qu'on n'arrivait pas. Ouais, tu savais pas faire ça. On n'arrivait pas à faire notre site internet, tu vois. Mon associé, il avait une idée pour le site où je crois on pouvait ne pas se servir de la souris. C'était un truc super gamifié. Okay. Et tout. Ah oui. Et on avait développé ça et tout ça, mais au final, ça tenait pas la route. Et tu vois, on avait perdu beaucoup de temps là-dessus. Et en fait, les gens ils disent ouais, c'est du génie, ils sortent pas leur site et tout ça. Non, mais c'est juste, on n'y arrive pas. Du coup, tu laisses dire et puis tu profites du. Ouais. Et puis, nous, on prenait tout ce qui est bon à prendre. Ouais, mais effectivement, toujours ce côté musique aussi en parallèle. Non, mais carrément. Les mixtapes, tu vois, on sortait les Tiller mixtapes. Ouais. On sortait une mixtape qui Il y avait des DJ sets sur SoundCloud, je crois aussi, qui sortaient des trucs comme ça. Moi, toujours lié à la musique. Mais parce que ça fait partie de mon ADN à moi. Tu vois. Oui, parce que Alex avait pas forcément ce rapport à la zik autant que toi. Il avait pas le même rapport à la zik et puis on n'écoutait pas exactement les mêmes choses et vraiment ce côté musical ça venait plus de moi. Ouais. Même si il a toujours trouvé que c'était une bonne idée. Parce qu'à un moment, tu vois, quand tu dois financer un clip, quand tu dois financer des mixtapes, quand tu dois faire des soirées, tu vois, faut quand même si ça vient pas de lui, il faut quand même avoir une certaine validation. Et tu sais, tu dépenses de l'argent, tu vois. Et c'est pas mon argent, c'est notre argent en fait. Tu vois. Ça a été difficile ça de trouver des équilibres à deux avec deux visions différentes. Vous avez eu des moments où que ça allait dans une direction que c'était plus la tienne ou inversement. Non, je pense que c'est un truc et puis ça a été peut-être notre défaut. Je pense qu'on a toujours été dans les idées de chacun, tu vois. On n'a pas fermé le truc à dire non, on fait pas ça, ça va pas, tu vois. On dit bah vas-y, tu veux faire ça, vas-y, on le fait. Tu veux faire ça, on le fait, tu vois. Ouais, c'est toujours ouvert à la tentative. Au moins on tente et on voit ce que ça donne, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y avait ce truc de pas vouloir créer de frustration aussi chez l'autre. Et après, peut-être Alex, il a été plus là à un moment pour me cadrer sur certains trucs. Parce que aussi moi j'avais mis l'idée à la seconde et puis que, en fait on peut pas tout faire tu vois normal. Et il fallait quelqu'un qui cadre le truc à un moment donné, tu vois. Lui il a un peu plus le point de vue on va dire opérationnel carré c'est plus le gestionnaire et moi je suis plus le créatif de l'équipe, tu vois. Ouais, t'es un entrepreneur basé autour de la créativité en fait. Ouais, je pense que c'est lui qui a développé mon côté entrepreneur. Parce que moi, la rentabilité, les trucs comme ça m'intéressait pas. Ah ouais, ok. Je m'en fous, je veux travailler pour rigoler. Pour un Twix et ouais. Après, tu vois, ce que je fais, ça rapporte. Ouais. Mais me casse pas la couille avec les chiffres et tout ça. Et après c'est venu, tu vois. Ouais, c'est ça. Okay. C'est venu plus tard. Aujourd'hui, t'es à l'aise avec les chiffres, avec le côté compta, le côté... Ouais, enfin, je suis pas à l'aise parce que je pense que personne n'est à l'aise, mais je gère beaucoup plus de deals moi tout seul, tu vois. Avant je m'en sentais... Enfin, tu vois, je m'étais même pas posé la question de si j'étais capable ou non de le faire. C'est Alex. Ouais, tu vois, ça, ouais. Je m'ai même pas posé la question, tu vois. Et plus tard, tu vois, j'ai monté ma boîte. Bah oui, t'es obligé de faire les choses. Et puis, tu vois, en le faisant, je me rends compte que, en fait, je suis capable de le faire. Et puis, on le fait de manière différente. Et puis, tu vois, il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Et il n'y a pas une bonne manière. C'est des manières différentes. Tu vois. Et alors, c'est quoi le moment où t'as envie de un petit peu... entre guillemets voir ailleurs dans le sens où du coup t'étais plus que sur Tiller parce que du coup là on va après il y a eu Drop Shirt. Oui, voilà, ça, il y a eu Drop Shirt. Il y a eu Drop Shirt. En fait, il y a deux trucs qui font Drop Shirt. Ouais. Il y a le frère d'Alex qui nous rejoint. Ok. Qui s'appelle Olivier. Ok. Et on a envie de lui. Enfin, c'est même pas qu'on a envie, c'est. Tu vois, il fait partie aussi de l'aventure. Ouais. Parce que lui, il était là au début de Tiller. Il nous a donné de la force. Il a fait tout. Ses potes, c'est tout son Tiller et tout ça. Et à un moment, il a fini ses études. Tu vois, il est avec nous. Et du coup, on se dit,
faut peut-être monter quelque chose d'autre et tout ça. Et il y a ce truc-là de, tu vois, nous, Tiller, on a été pas mal... on avait plein de bonnes idées, mais on avait trop de mal à les réaliser. Ouais. Vraiment, à un site internet, la logistique, truc, tout ça, c'était des montagnes pour nous qu'on a. Et on s'est dit, si on amène une solution à des gens comme nous, tu vois, on leur facilite le travail. On fait leur site internet, on produit leurs t-shirts à la demande. Enfin, tu vois, on fait... En réappliquant tout ce que vous avez appris sur le succès de Tiller. Toutes les portes qu'on a réussi à casser, bah vas-y, on les va propose à d'autres. Du coup, on lance Dropshirt et du coup, on met Olivier à la tête de ça. Olivier, en solo du coup. Ouais, bah en solo, on est là. Enfin, du coup, ouais, vous êtes minoritaire sur le capital et lui, il est principal. Non, à l'époque, c'est 33% chacun. Ok, d'accord. Depuis, c'est passé lui 50% et Alex et moi 25-25. Ok. Bah lui, il a l'expérience du chantier parce que ses parents étaient dans le textile. Et à côté de ça, on lui ramène des clients comme Rimka, comme Dinos, comme truc. De ouf. Donc c'est cool. Et puis après, il écrit lui-même sa propre histoire, tu vois. Ouais. Il y a un moment où c'est lui qui prend le lead, c'est lui qui décide, qui fait ses propres choix. Ça a commencé avec du merch beaucoup. Ouais. C'était beaucoup du merch. Au début, c'était 100% de merch. C'était du dropshipping. D'où Dropshirt. Ah, c'était full dropshipping, ok. C'était du dropshipping pour les artistes. Ok. C'était nouveau, ce truc-là. C'était qu'on a amené... En fait, t'es un artiste, on te fait ton site internet, t'as pas besoin de faire de production, on produit à la demande, on envoie et tout ça. Clé en main. Après, le modèle n'a pas super bien fonctionné. Ok. Et on s'est plus dit, on va se focus sur la création de marques pour les artistes. Donc aller plus loin, pas que du t-shirt imprimé. Un branding, quoi, un vrai truc. C'est là où on fait Yoko, la marque de... Oui, du coup, c'est parce que vous avez mis les pieds dans YouTube, enfin dans le YouTube game, avec Dropshirt. Après, ça a été... Bah, on a commencé le YouTube game par Squeezie. Ouais, c'est ça. Vous avez... tu vois, c'est genre... on a game par le plus fat, quoi. Ouais, on a fait les choses un peu à l'envers. Ça se passe comment, le fait d'avoir le plan Yoko? C'est eux qui viennent vous chercher parce que vous êtes un peu la référence dans le coin? Non, il y a un mec qui est important dans tout ça qui s'appelle Mike. Il y a deux mecs, il y a Julien et Julien qui me présente Mike. Mike qui travaille chez Webedia. Mike qui vient à Tiller. Il me dit t'inquiète. Et tu vois, moi à cette époque-là, je sais pas qui c'est Squeezie. Ah ouais? Bah ouais, parce que nous à l'époque de Tiller. Parce que Yoko, c'est quoi? C'est quelle année? C'est 2018, non? Ouais, mais moi je sais pas. À ce moment-là, je sais pas qui c'est. Mais pas de manque de respect ou quoi que ce soit. C'est juste que nous, pas ton game. Nous, on est dans notre truc à nous. Ouais. C'est très loin de Squeezie. Ouais. Ça parle pas à ma génération à moi, ça parle c'est vrai, ça parle plus à ta génération à toi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ça parle aux gens qui s'habillent en Tiller. Ouais. Mais moi, en tant que fondateur de Tiller, on calcule pas du tout ce YouTube game. D'ailleurs, grosse erreur, parce que à cette époque-là, si on était rentré dans le game de YouTube, on aurait documenté tout ce qu'on a fait. Tout ce que je te raconte, si ça avait été documenté, je pense qu'on aurait été puissant aussi dans le YouTube game. Ouais, il y a un peu un truc, parce que c'est un peu ce que faisait dans le thème de la weed Kaba et Jean Jass avec leur... Exactement. Mais tu vois, franchement, je calcule pas du tout. Ouais. Et du coup, ce mec-là, Mike, vient et dit ouais les gars, donnez-moi des t-shirts, je vais le placer sur des gens, vous allez voir des millions de vues. Et il place sur Squeezie. Putain, c'est ouf ça. Et à chaque fois que Squeezie met des t-shirts, tu vois, on voit que ça se vend et tout ça. Et du coup, on comprend, on capte que... Ouais, que c'est puissant. Et puis Mike, il nous dit, ouais, les gars, vous devriez, nanana, nanana. Du coup, Squeezie met du Tiller à cette période-là et dit, ouais, bah, j'aimerais bien lancer ma marque. Et à cette époque-là, tu vois, lui, c'était déjà, il était déjà super fat, hein, c'était déjà le numéro 1, je crois. Et quand il veut me lancer sa marque, pour lui, il va voir les numéros 1 des vêtements. Et à cette époque-là, c'était nous, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et par Mike, du coup, on arrive à ce truc-là, tu vois. Putain, c'est dingue. Hein. Et alors, du coup, après, Yoko t'ouvre les portes de... Parce que du coup, à ce moment-là, le modèle de on va viser que des artistes pour faire leur merch, il est un peu épuisé, enfin, il est un peu essoufflé. Non, il est pas épuisé, mais on voulait s'adresser à des gens qui voulaient faire autre chose que du merch, qui voulaient monter leur marque, tu vois. Et nous, on a une expertise à 360. C'est-à-dire, on ne fait pas juste des t-shirts imprimés. On va te dessiner une collection, on va parler d'une DA, on va te proposer des concepts de vidéos. Et tu proposais la stratégie marketing, Insta, trucs comme ça aussi. Ouais, sur Yoko, on a travaillé main dans la main avec son frère. Ok. Mais ouais, tu vois, je me rappelle, nous, on a produit, avec Dropshirt, on a produit la vidéo de lancement de Yoko où ils sont au Japon, à Shibuya, où ils font disparaître tout le monde. Ouais, ça, c'est des équipes à nous qui vont au Japon faire ça. Ok. Et alors, du coup, vous gérez aussi la logistique et vous avez la vue sur les commandes et tout. Enfin, Yoko, ça devait être
ça devait être un flux de commandes qui était. Ouais, c'est une machine de guerre. Je peux pas trop parler de chiffres parce que c'est pas mes chiffres. Bien sûr, bien sûr. Et, Mais, et puis, enfin vous voilà. aviez les épaules pour assumer autant de puissance parce que c'est. Ouais, bah à cette époque-là, Ouais, à cette époque-là, c'était une grosse machine, celui-là. Ouais, c'est ouf. Hein. Forcément, ça t'ouvre plein de portes et puis j'estime que on a bien fait le taf, tu vois, sur le lancement. Ah bah carrément. Après, il y a eu quoi? Il y a eu Amixem aussi, je crois. Ouais, Vitality. Ouais, Vitality. Vitality avec. Il y a pas. C'était Vodka que je crois qu'il y avait bifurqué chez vous, non? Unicorn Legend, il était pas allé chez vous? Franchement, faudrait que tu t'interviewes Olivier parce que moi Ouais. j'ai suivi de loin. Parce que moi j'avais entendu dire que Unicorn Legend ils avaient fait ça sur du Gildan un peu basique en mode tu vois à l'arrache et que du coup il y avait pas mal de gens qui étaient déçus des premiers lancements et qu'après du coup ils avaient bifurqué et ils étaient allés chez Dropshirt. C'est vraiment ce qu'on apportait aux gens. Ouais, ça. C'est qu'on arrivait, on leur disait écoutez, nous on a une expertise, on sait le faire, on va vous montrer comment faire et puis voilà, tu vois. Et ceux qui essayaient de faire tout seul en fait ils se rendaient vite compte que des fois en fait, nous on l'a fait tout seul, tu vois. C'est pas impossible. Mais c'est juste que en fait avec Dropshirt, on était un accélérateur. C'est ça. Tu vois. T'économises des années de recherche. Ouais, et puis pas que des années, t'économises aussi de l'argent parce qu'au final, on a une expertise et on t'évite de faire certaines erreurs, tu vois. Ouais. J'ai remarqué que t'as beaucoup grindé la tech pour tous tes business et que t'as très vite bidouillé un peu avec des logiciels. Donc on en a parlé, le côté DJing où t'apprends tout seul et tu bidouilles, du Photoshop, du Illustrator, t'as dû bidouiller aussi. Et là, du coup, il y a eu aussi les grandes nouveautés de ces dernières années, c'était les cryptos, les NFT, la blockchain, l'IA. Et j'ai l'impression que toi, t'es direct, tu sautes sur ces trucs-là pour comprendre comment ça marche, quoi. Alors, la crypto et les NFT, si je vais être totalement franc, c'est pas moi, c'est mon associé qui me fait acheter de l'Ethereum à, je sais pas, 8 €, je crois. Ah ouais, putain. Ouais, c'était vraiment un gros précurseur là-dessus. J'en ai pas acheté des milliers, hein, mais quand même. Par contre, l'IA, ouais. Mais parce que ça répondait à une problématique à moi, c'est que moi, je suis dyslexique. Ouais, ok. Et j'ai vraiment du mal à écrire et à prendre la parole sur les réseaux parce que même les correcteurs d'orthographe ils me comprennent pas, tu vois. Ouais. Là où un chat GPT, moi ça m'a changé la vie. Ouais. Et tu vois, juste avant l'arrivée de chat GPT, tous mes mails, tous mes trucs, je les faisais relire par quelqu'un parce que j'avais pas cette indépendance. Ouais, ça. Je suis pas non plus un mec qui est fou de tech et de nouveautés et de trucs. Là où mon associé il est un peu plus comme ça, tu vois. Ok, d'accord. Il y avait un projet, j'ai l'impression sur justement, mais c'est peut-être ton associé du coup, qui accompagnait les gens qui avaient un projet pour faire du NFT eux-mêmes au moment du lancement du NFT. Je sais pas si c'était toi qui avais fait ça, j'avais entendu parler. Alors non, c'est pas moi, c'est peut-être mon associé, mais ouais, ça te dit rien. Ouais. Franchement, pour moi, les NFT, tout ça, ça a été. Ça a été une connerie. Non, mais ça a été. Je suis passé à côté, quoi. Ouais, t'es passé à côté, ouais. Et t'avais créé un autre business aussi, c'était Afterdrop. En fait, c'est un peu un prêteur sur gage moderne, quoi. C'est-à-dire que tu pouvais aller mettre tes saps de valeur en vente. Ouais, après, tu vois, maintenant à Paris, tu vois, il y en a plein, même à Nice, il y en a partout. Ouais. Mais c'est vrai que quand nous, on arrive à l'époque, à Paris, il n'y a pas. Et c'était en quelle année d'Afterdrop? C'était avant Dropshirt aussi, ça? Non, c'était à peu près en même temps, je pense. Ok. Parce que c'est arrivé tôt, hein, quand même, par rapport au game. Je pense que c'est 2018. Parce que comment tu le définirais, Afterdrop? Parce que j'allais dire, il y a un côté friperie, mais en même temps, c'est friperie de... Non, mais c'est comme on appelle, c'est comme de la seconde main, mais pas que de la seconde main, c'est... tu sais, c'est de la revente... Ouais, c'est ça, mais de pièces en particulier rares, quoi. Ouais, de pièces rares. Genre Suprême, genre les chaussures, les sneakers les plus rares que tu puisses trouver, des trucs comme ça. Ça se fait un peu tout seul parce que Suprême arrive en France à cette époque-là. Du coup, il y a une boutique Suprême. Du coup, il commence à avoir de la revente. Moi, j'achète mes sapes Suprême parce que impossible d'aller l'acheter en magasin, tu vois. Tu dois aller le mardi prendre un ticket à Bercy. T'es même pas sûr d'avoir quelque chose. Pour pouvoir faire la queue le jeudi, genre c'est impossible. Du coup, on passe par un autre circuit, par des mecs qui ont une page qui s'appelle Afterdrop. Très souvent, ils viennent me livrer à la boutique, tu vois, ces mecs-là. Et un jour, il me dit ouais, je peux pas te livrer. C'était l'anniversaire de mon associé. Ok. Je vais acheter une veste Suprême Lacoste. Ok. Et il me dit je peux pas te livrer, faut que tu viennes la chercher. Du coup, je vais chez lui. Et là, je
Chez lui, devant chez lui, il y a la queue. Et je rentre chez lui, il y a des dizaines et des dizaines de sacs suprêmes. Mais non. Et tu vois, je lui dis, mais attends, mais mec, mais faut que tu ouvres un magasin, tu vois. Faut que tu ouvres un magasin. Et je sors de chez lui, je passe par rue Ticton, là où il y a la boutique After Drop qui est toujours. Hein. Ouais. Et là, il y a un mec qui a une boutique qui s'appelle, je sais plus, California, je sais plus, un truc comme ça. Et il me dit, ouais, ça va pas. Il a été bloqué par un autre shop pour avoir certaines marques. Tu vois, lui, il voulait monter un skate shop. Il a été bloqué, il n'a pas le droit d'avoir ces marques-là. Du coup, il me dit, ouais, faut que je trouve un petit switch, tu vois. Et je lui dis, bah attends, j'ai des mecs, ils ont du Suprême, du truc, peut-être, truc. J'en parle à mon associé, et mon associé met tous les trucs bout à bout, et puis c'est ouf, ça. en 2 semaines... Parce que les types derrière, ils avaient pas du tout la vision d'aller aussi loin, quoi. C'est vous qui avez un peu donné l'impulsion de se dire, vas-y, on va aller plus loin, on va aller... c'est eux, ils avaient une vraie vision très street du truc, tu vois. D'achat, revente, underground. Ouais. Ça leur allait très bien. Et nous, on leur a dit, attendez les gars, tu vois, je pense qu'il y a un truc à faire. Ouais, bah carrément. Et eux, du coup, ils étaient aussi, ils sont devenus gérants de After Drop. C'était eux les amis gérants d'After Drop. Putain, c'est ouf. Hein. Et tu penses qu'un truc comme After Drop, ce serait encore possible avec... parce que j'ai l'impression que cette époque-là, c'était vraiment le moment où le mouvement Hypebeast, qui veut les collabs North Face Supreme, les trucs comme ça, qui sont ultra recherchés, il est en train de monter à fond. J'ai l'impression que là, maintenant, c'est plus vraiment le truc qui va vraiment faire la diff. Non, mais c'est en train de se transformer. Ouais. En fait, maintenant, là où les gens voulaient des vêtements neufs, maintenant, il y a la seconde main. Ouais. Et maintenant, je pense que c'est cool d'acheter un Sweat Suprême d'il y a 5 ans. Pas de l'acheter 3000 balles, mais de l'acheter 300-400 balles parce qu'il a déjà été portier, il a déjà une vie. Je pense que c'est en train de se transformer comme ça. Du coup, After Drop a encore sa place dans cette vision-là. Ouais, bah après, After Drop, ils ont quand même une force, c'est que il y a beaucoup des clients, c'est des footballeurs, c'est des rappeurs et tout ça. Ouais. Tu vois, ils ont pas envie de faire la queue et puis ils vont là-bas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et comme ils arrivent à avoir plein de pièces très très rares, c'est pas rien d'arriver à se procurer ces trucs-là. C'est genre, c'est un taf de ouf, c'est un réseau à avoir. Faut jamais s'arrêter, tu vois. Et à l'inverse, t'as des mecs qui peuvent mettre en dépôt-vente aussi leur sap un peu rare s'ils ont envie dans le shop. Quoi. Alors, il y a plusieurs formules. C'est soit After Drop te rachète. Si ça nous intéresse, on te rachète. Okay. Soit tu le mets en dépôt-vente. Ok. Et du coup, ils prennent une com sur la vente dans le dépôt-vente. Mais je dirais un truc, à l'époque, bon, c'est plus comme ça. Hein. À l'époque, comme tu disais, de Hypebeast et tout ça, et des trucs tellement ouf qu'on a vu. On a vu des petits nous apporter un t-shirt, le vendre. On le vend, son t-shirt 200 €. Ok. Le mec va faire ses photos pour Instagram, vient nous le redéposer. Et le revend dans la même journée, tu vois. Ah ouais. Et dans la même journée, il y a 3 petits qui achètent le même t-shirt, tu vois. Putain, mais ça, tu vois, c'est quoi ton rapport justement à cette vision de la hype un peu genre, tu vois, j'ai ma sap, et en fait, ma sap, c'est inconsommable. Ce qui est paradoxal, c'est que dès que j'ai eu After Drop, j'ai arrêté de porter du Suprême. Ah ouais, ok. En fait, non, j'en porte toujours un petit peu. Je peux une casquette. Si j'ai une casquette Suprême, je te dis ça, j'ai une casquette Suprême. Non, mais j'ai arrêté de me manger le cerveau pour avoir les trucs rares, les collabs, tout ça. Si j'arrive à l'avoir, tu vois, cool. Ils vont toujours. Déjà, Suprême, ils font des sapes de qualité. Il y a des trucs que je trouve trop bien et des trucs que je trouve moins bien. Mais bon, je vais plus payer 3 fois le prix d'un truc. Tu vois, à partir du moment où j'ai eu After Drop, ça m'a calmé. Mais c'est vrai qu'avant. Tu vois, ça m'a déjà arrivé de flexer avec une veste comme des garçons suprêmes parce que on me l'avait ramené de Los Angeles et de faire ma photo Instagram, tu vois. En vrai, je suis personne pour juger ça. Ouais, après, c'est vrai, quand tu vois le même item qui se revend 3 fois dans la même journée et que... C'est ça. Jusqu'où après on va... après, tu vois, moi, à cette époque-là, je suis très content que ça se passe. Oui, après, toi, ça te fait une com à chaque fois. Donc... Ouais, donc tu vois... Tu crées de la valeur avec juste le passage des gens pour Insta, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est impressionnant. Et on parlait de YouTube et de Twitch tout à l'heure. Toi, tu consommes pas du tout ces contenus-là aujourd'hui? Je commence, mais c'est vrai que... Ouais, non. T'es pas rentré là-dedans? Parce que moi, je me souviens qu'il y avait Tiller, ils avaient une chaîne Twitch à un moment. Il y a eu, il y a eu une chaîne Twitch, mais... Ça galérait un peu. Ouais. C'est vrai que ça galérait un peu, mais il y avait peut-être un créneau à faire, tu vois, je sais pas. C'est comme tout. Si tu veux un projet qui marche, il faut se mettre à 3000%. Et nous, on a fait ça parce qu'on avait de l'espace, parce qu'on avait des gens qui nous disaient ouais, ce serait bien d'avoir une chaîne Twitch, tout ça. Mais moi, perso, je suis pas de ce monde-là. Ouais. Et je pense pas qu'on a trouvé les bonnes personnes
pour driver ce truc-là. Parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, j'avais presque l'impression que Tiller pouvait peut-être avoir un virage presque média, tu vois. Infotainment un peu, tu vois. Je pense qu'à ce moment-là, c'était l'ambition. Ouais. C'est juste que les personnes qui ont mis ça en place n'ont pas forcément donné assez de temps au projet pour que ça fonctionne, tu vois. Ouais, parce que ça, c'est super chronophage. Et puis moi, à cette période-là, je venais d'avoir un enfant. Enfin, tu vois, j'étais sur autre chose. Et puis, bah voilà, tu vois. Après, on a fait des trucs cool. On a fait la sortie de Mortal Kombat 4, je sais plus combien. Enfin, ah ouais, sur la chaîne Twitch. Ouais, avec Sébastien Abdelhamid et tout. Enfin, tu vois, on a quand même fait des trucs cool. On a fait un concert de Maes sur Twitch en live et tout. Dans la cave. Ouais, dans la cave. Tu vois, donc c'est cool. Tu vois, on a quand même fait des trucs cool. Mais ça demande beaucoup d'implication, tu vois. D'ailleurs, la cave, là, en ce moment, c'est Nolik, qui a son studio de tatouage dedans, en fait. Et comment c'est venu, ça, le tatou? Parce que c'est pareil, du coup, il y a un peu la culture tatou qui s'est un peu infiltrée, j'ai l'impression, dans l'entourage Tiller et tout. Bah, Nolik, je sais plus comment on s'est rencontrés, mais Donc Nolik, c'est un tatoueur. Ouais, Nolik, c'est un tatoueur. Je crois que si je dis pas de conneries, hein, c'est moi qui vais vers lui. Ok. Parce que je trouve son taf cool et je lui propose, je sais pas, soit de poser pour nous, soit de faire un t-shirt. Et Nolik, moi, professionnellement, je tombe amoureux de lui en quelque sorte. Tu vois, je kiffe trop son travail. Okay. J'aime bien sa manière de communiquer. Tu vois, il a un aura qui fait que, bah, tu vois, je crois en ses projets, je crois en ce qu'il fait. Et du coup, bah, tu vois, d'année en année, on s'est plus rapprochés. À un moment, j'ai sorti une série qui s'appelait Cafard. Ah ouais, ça me dit rien. Bah, je voulais lancer une web série. Ok. Mais sur un format Instagram. Ah, ok. Donc en vertical. En vertical, que sur Instagram, au tout début de ça. Et du coup, on a lancé ça. Encore une fois, tu vois, on a fait les 3 premiers épisodes. J'ai pas été déçu, hein, parce qu'on a fait plus de 100 000 vues et tout ça. Mais peut-être je m'attendais à faire des millions de vues direct. Ok. Et encore une fois, tu vois, si c'était pas à 3000% dans le truc, je pense qu'on n'aurait pas dû s'arrêter aux 3 premiers épisodes. On aurait dû en faire d'autres. Ouais, pousser. Et en gros, c'était l'histoire de 2 mecs, 2 vendeurs de chez Tiller. Oh, ok. Et du coup, pour faire les vendeurs, j'ai pris Nolik et un mec qui s'appelait KSA, un rappeur. Ok. On a créé ce duo-là qui marche d'enfer. Ouais. Du coup, on s'est encore un peu plus rapproché avec Nolik parce que, tu sais, je lui proposais des trucs qui étaient même pas dans son spectre à lui, tu vois. Il est limite, enfin, tu vois, il pose. Du coup, je prenais des photos de lui. Mais je pense que je suis le premier à lui avoir proposé de poser, hein, si je dis pas de conneries. Ensuite, il tatoue, mais voilà, on lui propose de faire du dessin. Là, je lui propose d'être acteur, tu vois. Tu sais, je sais pas, à l'époque, il a quand même 20 000 followers, un truc comme ça. Tu sais, tu prends des risques, tu te mets dans des trucs. Et tu sais, tu me suis dans mon idée, en fait. Et en plus, il n'était pas payé pour faire ça, ou très peu, tu vois. Je parle pas pour les collabs de t-shirts, mais pour faire acteur avec nous. Acteur sur Cafard, ouais. Ouais. Je sais plus, j'avais gratté un petit peu d'argent, mais c'était rien du tout, tu vois. C'était comparé aux heures d'implication. Et pareil pour KSA, hein, son binôme, lui c'est un rappeur. Ok. Je le prends proposer pour Tiller, bon il accepte. Puis là je lui propose un autre truc, je lui propose d'être acteur. Et lui il est rappeur, tu vois. Il a de la crédibilité. Et tu vois, ça se trouve, je dis pas que c'était incroyable ce qu'on a fait, mais ça aurait pu être nul, complètement nul, tu vois. Ouais, clairement. Et il aurait pu se ficher en fait à faire ça. Et puis c'est le genre de truc, tu sais, on peut te le ressortir dans 10 ans, mais en fait cool, tu vois. D'ailleurs, ils sont toujours dispo sur l'Instagram de Tiller, hein, si vous allez dans les réels, il y a un épisode où il y a 7 geckos dedans. Ah ok, d'accord. Ouais. Et vous aviez que 3 épisodes? Bah en fait, on a fait une session de tournage où on a tourné 3 épisodes d'un coup, tu vois, sur 3 jours, je crois. Et puis après, on s'était fixé des objectifs, on s'est dit, ouais, si on atteint ces objectifs, on refait des épisodes, tu vois. Manque d'implication de ma part, tu vois, un peu comme Twitch à l'époque. Mais... Ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, tu penses que y a pas vraiment de mauvaise idée. C'est juste le degré de... Si, ouais. Ouais, il y a des mauvaises idées. Il y a des trucs où c'est l'impasse. Et Mais potentiellement, avoir une chaîne Twitch et lancer un média, c'est pas une mauvaise idée, tu vois. Et lancer une web-série Tiller, bon, tu vois, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. En passant pécho, il était presque vu comme une web-série Tiller déjà. Donc oui, après c'était différent parce que là ça racontait l'histoire de 2 mecs à la boutique. Oui, encore plus proche de Tiller. Ouais. Non, mais c'est vraiment le contexte, c'est Tiller. 2 mecs à la boutique et il y a moi qui joue mon propre rôle dedans, il y a Alex qui joue son propre rôle. C'est ça, des patrons un peu, enfin quand je dis propre rôle, c'est un peu caricaturé. Tu vois, des patrons un peu relous. Tu vois, je sais qu'Alex, il est dans le truc, il les embrouille parce que c'est mal rangé. Ok. Moi,
Ouais, c'était un peu poussé, mais moi, tu sais, je fais toujours passer des gens gratuits. Je fais passer des rappeurs, des influenceurs, des meufs à l'époque, tu vois. Je grattais, tu vois, tu veux des t-shirts, vas-y, passe de ma part et tout. Dans la série, je suis au téléphone, ouais, je suis même pas là, ouais, donne-leur des t-shirts, Et Alex, il est là, rangez la boutique, donnez rien de gratuit. Elle a payé, elle. Tu vois, c'était un peu le. Ok, ouais, je vois, ouais. Les deux patrons qui se tirent dessus. Ouais, voilà, Ouais. c'est un peu ça. Et bah, tu vois, quand j'y repense, ça me fait marrer. Enfin, c'est un projet, ça me plairait de le faire, tu vois. Bon, du coup, c'est pas, tu vois, c'est le genre d'idée où tu te dis peut-être que tu vois, tu fais pas forcément l'impasse dessus. Ouais, après, je sais pas si KSA et Nolik me suivraient encore. Ouais. Mais en tout cas, c'était le binôme parfait, je pense, à l'époque. Ouais. Ça fonctionnait bien. Mais du coup, il y a quand même un côté, faut que ce soit gaulerie, quoi, de manière générale. Dans ce que tu fais. Tout. Faut que ce soit marrant, quoi. Tout. Et même là, tu vois, quand tu me dis, ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire autre chose et tout, c'est pas vraiment ça. C'est juste, en fait, j'ai des nouvelles opportunités. C'est pas que j'ai envie de faire autre chose. J'ai des nouvelles opportunités qui se présentent à moi. Et du coup, bah, tu vois, je suis obligé de monter une nouvelle structure. Et il y a des trucs dans lesquels mon associé, tu sais, pour reparler de José Garcia, tu vois, par exemple, voilà, lui, il en a rien à foutre, en fait. Ouais, c'est pas son délire, ouais. Ouais, c'est pas son délire. Faire de l'événementiel, tu vois, on en a fait beaucoup avec Tiller. C'est pas sa partie, ça l'intéresse pas plus que ça, en fait. Ouais. Bah, tu vois, il y a un moment où chacun fait un peu son chemin, tu vois, sur ces trucs-là. Et aussi, tu vois, personnellement, peut-être besoin de me prouver à moi-même que je peux faire des trucs tout seul. De mon côté, en solo, ok. Et après, il y a un truc sur lequel on n'a pas parlé, qui est très important maintenant dans le truc de Tiller, dans l'écosystème, c'est Tiller Lab. Mais ça, c'est du coup, vous avez étendu le truc encore. Ouais, bah tu vois, ça, par exemple, Alex, lui, il capte, tu vois, son côté un peu business, capte que y a le CBD qui arrive, que nanana, que ce serait bien avec Tiller et tout ça, on en parle. À ce moment-là, moi, je monte la DA et un peu le concept, parce que le concept de départ n'était pas comme maintenant, tu vois, en vrai. Je monte ça avec un autre mec qui est béni de l'ancien mec qui a fait B-Street, le magazine B-Street, qui fait maintenant un software pour automatiser les DM Insta qui s'appelle Drop, qu'on utilise beaucoup, qu'on utilise beaucoup avec Tiller. On monte la DA et le concept, qui n'est pas vraiment le concept, mais c'est genre le site il ouvre que 24 heures, tu reçois un texto, et, tu vois, on lance un truc comme ça, bon, qui n'a pas duré, hein, mais tu vois, ça, c'est un projet qui part de Alex au départ, tu vois. On a monté ce truc-là, Tiller Lab, qui au final, maintenant, prend beaucoup plus de place même que Tiller les vêtements. Ah oui? Ouais, là c'est plus puissant que Tiller les vêtements, là. Bah ouais, après, tu vois, il y en avait peut-être cette volonté, tu vois, Tiller, ça a fait 12 ans, on fait des vêtements, à un moment, la mode, tu sais, faire des t-shirts sur la weed et tout ça, on s'est dit, écoutez, on va peut-être, au lieu de tuer le truc, tu vois, on va laisser tranquille. Là où on va se concentrer et on va charbonner, c'est la weed, tu vois. Et du coup, on est beaucoup plus sur Tiller Lab. Après, je te dis ça, mais on est en train de lancer une version 3.0 de Tiller qui vont arriver dans les semaines à venir. Ah ouais? Ouais. Avec nouveau logo. Ouais, tout. Même nouvelle équipe. Enfin, tu vois, il y a. Ok. Parce que tu penses que là, la version 2.0 actuellement, elle est pas en phase avec ce qu'il faut faire entre guillemets dans la version actuelle. C'est pas ça. C'est que moi j'ai changé de vie. J'ai eu 2 enfants, j'ai truc, et c'était vachement tourné. En fait, on en parlait avant off, mais l'Instagram de Tiller, ça a été beaucoup mon Instagram personnel pendant très longtemps, jusqu'aux 90 000 followers, je crois, un truc comme ça. Tu vois, t'imagines, ça met du temps à arriver à 90 000. C'est énorme. C'était vachement, tu vois, on fait des soirées où on est dedans, où on va en festival, ou un truc. Il fallait beaucoup d'implication. Moi, depuis que j'ai des enfants, je peux plus assurer ce truc-là. Après, il y a eu le Covid. Moi, ça m'a montré que je pouvais travailler de chez moi de manière différente en étant proche de mes enfants. Et du coup, j'ai changé ma manière de faire. J'ai déménagé à Nice. J'ai plus les bureaux où il y a tout le monde. Du coup, tu vois, le format Tiller qu'on avait, on est obligé de le réécrire. Et du coup, il va fonctionner quoi, avec des prestataires qui sont extérieurs ou je vais pas tout dire là, mais en gros, on est en train de s'associer avec une équipe qui, eux, ont des bureaux, eux, ont une équipe, eux, ont des gens sur place, qui ont été fans de Tiller et qui connaissent très bien l'ADN. Ah, cool. Et du coup, moi, je vais rester à la DA. Enfin, je vais rester à la DA, oui et non, parce qu'on va le faire, ce sera pas que moi. Oui, c'est ça. Et du coup, ça va rechanger de DA avec d'autres énergies. D'autres énergies. Et du coup, on va revoir notre copie. Et je pense que là, tu vois, ça fait à peu près 6 mois que, tu vois, on m'attraque pas trop sur Tiller.
Tiller, à une période, c'est entre 30 et 50 stories par jour, de 1 à 3 posts par jour sur les réseaux. Ouais. Tu vois, sur Instagram de Tiller, je crois on doit être à notre 6 millième post. C'était un t-shirt tous les lundis, tu vois. Il y a encore le t-shirt tous les lundis, le Deal of the Week? Non, plus, non. Mais il y a une autre, il va avoir une autre version. Une autre version, ouais. Trop bien. Et du coup, voilà, c'est une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle ère sur Tiller. Et une passation un peu. J'ai l'impression aussi de peut-être donner un peu les clés. Ouais. Et puis dedans, mais disons que ça dépende plus de mon humeur du matin aussi, tu vois, que tout repose pas sur comment j'ai dormi, tu vois, ou pas dormi. Ouais. Parce que ça a été oppressant du coup pour toi oppressant, c'est un grand mot, mais à un moment, ouais, c'était beaucoup apporté, tu vois. En fait, au même moment où tu commences à avoir des enfants, et Tiller, c'était mon bébé, tu vois. Ouais, en plus, il y a ça. Ouais. Bah, tu vois, tu peux plus passer le même temps que tu passais. Avant, je comptais pas mes heures. Là, c'est pas que je les compte, mais c'est que je dois aller chercher ma fille à l'école. C'est que le truc. Enfin, tu vois. Donc, c'est un peu ça, ce que ça a changé chez toi, le fait de devenir père. C'est aussi le fait de reprendre de la distance avec le travail. Ouais, mais je pense que j'en avais besoin. C'est un mal pour un bien. Ouais. À un moment, il faut savoir sortir la tête du projet, tu vois, et avoir une vision un peu moins macro et plus large de tout ça. Et est-ce que c'est aussi pour ça que tu as quitté Paris pour Nice, du coup, il y a peu de temps? Et c'était surtout et en premier lieu pour offrir une meilleure qualité de vie à mes enfants. Ah ouais, tu penses que la qualité de vie... ah ouais, mais sans fois, bah regarde le temps. Hein. Ouais. Enfin, tu oui, vois, déjà le temps. pour même loyer, t'as 3 fois ce que j'avais à Paris. En fait, en tant que, entre guillemets, célibataire, enfin, tu vois, même parent, enfin, sans enfant, quoi. Ouais. Il y a plein de trucs que tu remarques pas. Ouais. Après, quand tu commences à avoir des enfants et que tu vois, bah, il y a des seringues par terre, il y a un mec qui a fait une OD, il y a les keufs, trucs, que tes enfants, ils peuvent pas jouer en bas de chez toi. Tu vois, ma fille, elle rentre de l'école, elle jette son sac. Et là, maintenant, elle joue jusqu'à 19h en bas. Je l'appelle à table et puis elle monte. Et toi, à Paris, c'était impossible. Ouais. Paris, à Châteaurouge, tu laisses pas tes enfants traîner en bas. Ouais, c'est clair. Impossible. Offrir une qualité de vie à mes enfants, c'est la raison numéro 1. Mais aussi de me faire violence et m'éloigner de certaines tentations que je pourrais avoir. Parce que toi, t'es facile à tenter, on va dire. Ouais, bah tu me chauffes assez facilement sur n'importe quoi, tu vois. Et du coup, bah ouais. Même encore maintenant, tu sens que tu peux. Ouais, bien sûr. Bah là, la semaine dernière, j'étais à Paris. On a fini à 8h du mat, tu vois. Ouais. Parce que, bah, tu vois, à Paris, il y a tout. Enfin, tu vois, j'ai des potes qui ont des bars, j'ai des potes qui ont des boîtes de nuit. C'est facile. Ouais, tu vois. ça va très vite. Ouais. C'est facile. On a tous plein des apparts trop plus beaux que les uns que les autres. Tu passes 2 coups de fil, il y a 15 personnes chez toi en after, tu vois. Là où je suis ici, où je suis un peu plus préservé, tu vois. Ouais, en plus, vous avez une philosophie de famille un peu libre, on va dire, dans le sens où vous êtes très... même avec tes gosses et tout, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous avez tendance à vous laisser kiffer vraiment, pas de limite, quoi. Carrément. Moi, j'ai grandi à Paris. J'ai une enfance trop cool et trop bien. Mais j'ai envie d'offrir à mes enfants quelque chose que j'ai pas eu, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, la mer, la nature, rien que le temps, tu vois, qu'il fasse beau 300 jours dans l'année, ça change quand même ta vie, tu vois. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, tu bosses du coup en format, j'allais dire agence un peu. Ouais, j'ai une agence. C'est tes revenus principaux en fait maintenant, c'est plus de ce côté-là que tu non, ouais, le travail le plus conséquent. C'est un tout, mais en fait, oui, j'ai monté une agence qui s'appelle LSD, Limitless Stratégie Digitale, où je fais de la stratégie digitale pour des clients extérieurs. Je suis pas spécialisé, mais la plupart des gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont des problématiques sur le fait de pouvoir ou non faire des pubs sur leurs produits. Tu vois, par exemple, José Garcia, l'équipe, les Niçois, ils avaient un problème parce qu'il y a la loi E20, tu peux pas... Donc pour contourner ça, on a travaillé ensemble et puis ça se passe très bien. Et moi, les projets que je prends et que j'accepte, au-delà, si c'est intéressant financièrement, tu vois, parce qu'il faut pas se mentir, on fait ça aussi pour l'argent. Bien sûr. Il faut que ça m'amène, faut que ça me fasse gaulerie. Il faut que je puisse m'amuser. Ou si le client est un peu institutionnel et un peu carré, corpo, il faut que, enfin, dans le brief de base, c'est écoutez les gars, si on travaille ensemble, on va tenter des pistes. Ouais, pour sortir un peu du lot. Pour sortir un peu de là. De taper dans la fourmilière, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, je sais pas le faire autrement. Ouais, c'est ça. Tu vois, Tiller, tout,
Bah, tu vois, c'est ce côté borderline, c'est ce côté. Un peu provoque, un peu. Un peu petit con, en fait, encore une fois. Ouais, c'est ça. Et bah, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça faisait sens parce que le projet Rosé Garcia, c'est marrant parce qu'en fait, ce week-end, j'étais avec des potes à Tours et je leur ai raconté que José Garcia avait créé sa marque de rosé. Mais genre, tu vois, je leur ai montré les vidéos avec les mariachis qui jouent de la guitare avec Rosé Garcia. Et je leur ai montré l'étiquette et ils étaient pliés de rire, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça le truc que toi, t'arrives à faire, c'est que t'as vraiment ce truc à la fois provoque, mais en même temps qui va pas être provoque. Parce que tu vois, quand tu joues avec l'alcool, avec la drogue, bah, tu peux avoir un côté aussi bah mec, est-ce que t'es pas en train d'inciter les gens à faire des trucs bizarres, tu vois, un peu border et tout. En fait, toi, t'arrives à désamorcer toujours ça avec un côté ultra bon enfant, je trouve. Ouais. Après, je te cache pas, quand ma fille, elle dit mon père, il vend de la weed et des champignons, c'est un peu relou, tu vois. Mais j'essaye de le faire de la bonne manière. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas toujours facile, je pense. Non. Cette frontière. Je pense que c'est ce qui fait un peu ma force, tu vois. C'est quand j'arrive à surfer sur le truc. Et puis, très souvent, tu vois, je reviens encore à Tiller. Très souvent, on s'est permis des trucs que plein de gens n'osaient pas faire. Et au final, bah, tu vois, ça passe, tu vois. Et puis, il y a un côté aussi où on est conscient de ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Tu sais, pendant longtemps, au début de Tiller, on a fumé dans la boutique, tu vois, on fumait des ouinges et tout ça. Puis quand il y a des darons qui sont venus à venir avec leurs enfants, bah tu vois, on s'est mis à avoir honte en fait. Ouais, et tu vois, on a arrêté de faire ça, de cette conscience-là, tu vois. On n'est pas continué à dire ah ouais, nous on est Tiller, qu'est-ce qu'il y a. Non, on a quand même, tu vois, on a quand même une conscience. Et ça a changé ton rapport à la drogue et à l'alcool de justement jouer avec ces frontières-là ou... Je sais pas, je pense au début de Tiller, il y avait ce côté. C'était pas que moi, hein, c'était le mouvement. C'est pour ça que Tiller a bien marché. C'était. Tu sais, tu le revendiquais. Ouais, c'est pour ça il fallait des feuilles de cannabis sur son t-shirt. Ta culture. C'était marqué Kush en gros et tout. Là où maintenant, je trouve que la jeunesse a un peu évolué et c'est un peu limite devenu has-been de montrer que tu fumes des joints, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, ça fait presque poseur en fait, si t'en fais trop, quoi. Ouais, voilà. Donc, tu vois, on fait les choses différemment. Ouais, c'est ça. Et sur l'évolution de l'agence, là, c'est quoi les prochains gros trucs que t'as envie d'en faire? Est-ce que t'as envie de rester un peu avec ce format qui est un peu intimiste où t'as pas de site, tu marches que au bouche à oreille, ou t'as envie aussi que ça devienne big? Non, pas big. Je fais des projets qui sont de plus en plus big, tu vois. Ouais. Mais t'as pas envie de retomber, je veux dire, dans le côté reprendre des bureaux et puis machin, et puis rembaucher et tout ça? Non, ça c'est fini. Ouais, c'est fini pour moi. Ouais. Après, est-ce que du coup, tu dois refuser certaines ampleurs de projets parce que t'as... Bah écoute, là en ce moment, bon, je peux pas dire, j'ai un NDA là-dessus, mais je suis en train de récupérer la gestion d'un énorme site de e-commerce, mais un très gros truc. Ok. Ils font plusieurs millions de chiffres d'affaires et j'ai besoin d'une équipe pour gérer ça. J'ai mis tout en place pour pouvoir le gérer sans avoir de bureau, et du coup, bah, ça me permet de réembaucher tous les gens avec qui je bossais avec Tiller, mais dans un autre format. Ouais, genre, ils bossent de chez eux et tout. En fait, moi, je vois très bien comment je suis efficace de chez moi. C'est peut-être pas tout le monde qui peut être efficace comme moi. Tu te trouves plus efficace maintenant? De chez moi? Ouais. Ah ouais, beaucoup. Ouais. Bah, tu vois, Tiller, c'était quand même... Il y a plein de gens qui passaient juste pour parler, pour nous voir, pour trucs. Et au final, bah voilà, tu vois. Dans toute cette histoire, je pense pas que j'ai été un bon patron. Enfin, tu vois, si tu parles aux équipes de Tiller, ils vont te dire, parce qu'on en a déjà parlé, ils trouvent que je suis un bon patron, mais c'est pas là où je suis le plus fort. Motiver mes équipes à ce qu'ils me donnent le meilleur d'eux-mêmes et tout ça, là je suis bon. Mais en fait, je préfère dire aux gens, viens, on travaille ensemble sur ce projet, que tu travailles pour moi. Et du coup, tu préfères avoir une relation prestataire avec associé ou et puis là, sur un projet comme je viens de te dire, le gros client, bah, tu vois, j'ai appelé 4-5 personnes avec qui je bossais et je leur proposais pas de bosser pour moi. Je propose de bosser avec moi. Et toi, tu vas être responsable de ça, et toi, tu vas faire ça, et toi, tu vas faire ça. Et je te dis, le budget global, c'est tant, je te donne tant sur ça, et tu vois, et je travaille en totale transparence. Et pour l'instant, il y a peut-être pas assez de recul pour voir, mais ça fonctionne bien, tu vois. Parce que LSD, ça fait combien de temps là que tu es sur ce format-là? 8 mois. 8 mois, ouais. Et du coup, en 8 mois, par contre, t'as réussi à avoir très vite des projets de ouf. Ouais.
je travaille pour des festivals, je travaille pour les Niçois, je travaille pour José Garcia. Ouais, ça, ouais. Je travaille, enfin, tu vois, à droite à gauche, tu vois, ça commence à faire. Je fais des DA pour des magasins à Nice. Enfin, tu vois, ça va un petit peu dans tous les sens, mais ça permet de réunir un peu tous mes savoir-faire. Et typiquement parce que tu fais pas vraiment que la stratégie digitale en fait, parce que par exemple José Garcia, c'est aussi toi qui va chercher le concept des mariachis. Les mariachis, pas exactement. Non, c'est pas ça. Mais par contre, moi j'ai eu le concept de, on va détourner la loi E20, on va faire une exposition IA où on détourne la Joconde et tout ça, on va mettre José Garcia et en fait on invite tout le monde à un vernissage. On n'invite pas tout le monde à un truc où on va déguster du vin, tu vois. Ouais, mais à un vernissage tu bois du vin, donc. Ok, ah oui, d'accord. Toujours la petite technique pour contourner le principe, ouais. Et c'est quoi le genre de vie là que tu as envie d'atteindre dans l'équilibre que tu as là à l'heure actuelle? Tu as l'impression d'avoir un peu d'être arrivé au prime de ce que tu pouvais peut-être pas au prime, mais en tout cas je le vis très bien. J'ai un peu de temps pour mes enfants, j'ai pas mal de temps pour mon travail, je travaille dans un environnement qui est plutôt sympathique, tu vois. Je travaille de chez moi, ça me permet d'être aussi proche de ma femme qui travaille de chez moi aussi. J'allie un peu tout et en plus il se trouve que je gagne des sous, donc c'est cool, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est ouf quand même d'avoir réussi à trouver cette lucidité que tout le monde trouve pas, faut que j'arrive à trouver la limite dans le taf pour trouver mes... Après, encore une fois, c'est pas trouver... c'est arrivé et il se trouve que c'est bien. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est pas forcément un truc que je l'ai calculé et tout ça. Il se trouve qu'on a fait des choses... Aujourd'hui, tu le calcules, puisque du coup, sur les prochains projets, t'es déjà dans l'optique de le garder, de le maintenir. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, si je suis amené à changer ma manière de faire, tu vois, c'est les expériences et c'est tout ça qui fait que... Ouais, et puis les circonstances, en fait, des fois, tu te laisses un peu porter, quoi. Pour finir l'épisode, en général, je demande des recommandations. Ça peut être des recommandations culturelles ou plus sur des choses qui ont vraiment été des trucs qui t'ont changé ta vision et qui te semblent t'avoir permis de comprendre un truc dans la vie que t'avais besoin pour devenir ce que t'es, quoi. Genre un livre qui... Ça peut être... Ouais, est-ce que tu veux... Franchement, il y a 3 livres. Il y a le livre de Phil Knight, le mec qui a monté Nike. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, le livre. Alors, en anglais, c'est L'art de la victoire. Merci. Ouais, L'art de la victoire. Merci. Franchement, ce livre, ça m'a permis de réaliser certaines choses, tu vois. Okay. Et quand tu vois ce qui s'est passé, pour lui, c'est incroyable. C'est marrant, mais c'est le livre de Rick Ross, Who's the Boss. Oui, apparemment, il est lourd de ouf. Ouais, il est trop cool. Et le troisième... Non, il n'y a pas de troisième. Donc, ce serait Rick Ross, Who's the Boss, et Phil Knight, L'art de la victoire. Ouais, ça m'a pas permis de faire des choses, mais ça m'a peut-être permis de comprendre certaines choses des choix que j'avais fait. Ouais. En le lisant plus tard, je me disais, ah ouais, mais en fait, voilà, j'ai appliqué à moi, et puis en fait, voilà. Et moi, j'avais une recommandation aussi pour toi, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est This Is Not a T-shirt de Bobby Hundreds. Non. Et c'est le mec qui a fondé The Hundreds. Ouais. Mais le livre a pas été traduit. Non, il a pas été traduit. Mais à la base, je voulais te l'offrir. Là aujourd'hui, mais je l'ai pas reçu. Okay. Alors, je l'ai reçu trop tard, donc au pire je te l'enverrai par courrier. Merci beaucoup. Mais tu vois, dommage. En anglais, tu vois. Ouais. Mais au moins, ça te fera une bonne raison de. Mais tu vois, enfin, tu vois, j'arrive à lire l'anglais, mais pour se plonger vraiment dans le truc et comprendre vraiment ce que, enfin, tu vois. C'est pas facile, ouais. Mais moi, tu vois, franchement, je l'ai lu en 2019. Je l'ai relu un peu après, et c'est vraiment une bible sur. En fait, parce que le principe, c'est This is not a t-shirt, genre ceci n'est pas un t-shirt. Dans le sens où le mec a fait toute sa vie des t-shirts. En fait, il dit qu'il faisait pas des t-shirts. Tu vois ? En fait, ce qu'il faisait, c'était qu'il faisait une culture et il fédérait une communauté autour des trucs qu'il kiffait. Alors lui, c'était un espèce de mélange de journaliste et de photographe qui parlait de la culture punk rock à Los Angeles. Et puis après, par le skate, il a bifurqué vers le hip-hop. Mais je trouve qu'avec toi, t'as un peu aussi cette facette-là. Je pense que t'as pas forcément fait exprès de tout ça. Mais en fait, t'as pas fait des vêtements, quoi. T'as fait non, clairement pas. De la culture, quoi. Clairement pas.
Et puis ma femme qui fait, elle, des vêtements, Oui. elle est beaucoup plus légitime que moi dans la partie mode, tu vois. Oui, parce qu'elle fait donc Rework, c'est ça? Ouais, Rework. Et du coup, concrètement, tu veux parler de Rework ou pas? Elle fait de l'upcycling, elle fait de l'upcycling, mais à un niveau très poussé. C'est vrai, ouais. Et elle travaille pour des marques comme Lacoste. C'est ça. Et elle fait des robes, des choses comme ça, Ouais. avec elle fait des pièces couture, c'est pas juste. Enfin, tu vois, c'est Oui, des ça, trucs c'est de des pièces défilé, c'est pas forcément que du prêt-à-porter, quoi. C'est ça. Donc c'est un vrai niveau de couture que toi, t'as pas connu. Ah non, mais pas du tout. Même la culture qui est à travers ça, tu vois, il y a plein de trucs qu'elle me montre, parce que je connais rien. Puis tu vois, pour elle, elle me dit, mais. C'était trop cool. Je vais essayer de t'envoyer le livre dès que je l'aurai reçu, parce que je pense que vraiment ça peut te plaire, parce que il raconte pas mal. En fait, ça m'a fait beaucoup penser à plein d'anecdotes que toi aussi tu racontes sur comment il en est venu à, tu vois, dans des showrooms, ça se vendait pas, et puis en fait, il trouve des petites bidouilles pour cacher ses sapes dans des sacs poubelles, et le fait de les cacher fait que les gens disent, mais attendez, est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dedans? Et du coup, en fait, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui me font penser aussi à des histoires de petits business que toi tu peux raconter. Et je me demandais, est-ce que toi, ça t'intéresserait un jour de raconter ça dans un livre ou dans un truc un vrai format, tu vois? Ouais, grave. Après, j'ai pas la prétention de dire que je saurais faire ça. Ou Non, mais en général, souvent, tu sais, t'as un espèce d'auteur qui t'accompagne et qui prend un peu tes... Ouais, carrément. Après, bah, tu vois, pour reparler du podcast Merci le Merch, Ouais. j'étais impressionné du nombre de retours et de gens qui ont vu ce truc-là. Je pensais vraiment pas que ça pourrait intéresser quelqu'un, tu vois. Ah ouais, putain, c'est ouf. Ah si, je pense Bah que non, mais en fait, en interview comme ça, mais un format de 2 heures où en fait je raconte ma vie, tu vois. Ouais. Et bah là, j'en ai pris un peu conscience, tu vois. Et puis même les retours que j'ai, ils sont vachement positifs sur des jeunes qui ne connaissaient même pas Tiller, qui viennent me voir. Ouais, putain, on a vu ton interview, et enfin, tu vois, je trouve ça assez cool. Non, mais clairement, de toute façon, je pense qu'au contraire, la valeur, elle est plus dans un format long, parce qu'en fait, souvent, on va nous dire, oui, bah j'ai fait ça, et puis après, ça a décollé, et puis basta, tu vois, et on te le raconte en 10 minutes. Mais en fait, les gens, tu vois, ils savent bien qu'il y a... Quand tu le racontes d'une manière courte comme ça, t'arrives pas à comprendre c'était quoi les passages, les galères, les trucs. Et je pense que c'est important que les gens ils aient des formats longs. Ouais, je m'en rendais pas forcément compte. Donc pourquoi ça, pas un livre, tu vois. Bon, après, j'en suis pas encore là, tu vois. Je pense que mon histoire, je l'écris encore. Ouais. Tiller, c'est pas fini. Je pense que c'est loin d'être fini. Tiller Lab, c'est que le début. Ouais, Tiller Lab, ça fait. Et LSD, c'est en train de m'apporter peut-être ce que j'arrivais pas à faire avec Tiller, tu vois. De pouvoir appliquer des idées sans forcément les signer moi-même, et en étant pas forcément mis en avant, tu vois. Et en essayant de vendre quelque chose d'autre, c'est un peu ça qui est nouveau pour moi, parce que jusqu'ici, ce que je vendais, c'était moi, en fait. C'était mes projets. Bah ouais, peut-être un jour. Hein. Enfin, tu vois, je ferme aucune porte. Écoute, en tout cas, t'auras au moins un client. C'est cool. Ça, c'est sûr. Bah écoute, on va arriver à la fin de cette bah, c'est parfait, parce que je dois aller chercher ma fille à l'école. Ah bah voilà. Ouais. Parfait. C'est terminé. Et puis, bah merci beaucoup de nous avoir accueillis. Pas de soucis. Merci à Romain et Warren qui sont... Merci Romain et Warren. De la prod. Et puis, bah, pour tous ceux qui ont apprécié ce format, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve à une prochaine. Jeff, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci à tous. Salut. Bisous. Ciao.